Une allumette dans une poudrière, avant le début de la guerre, l'Europe paraissait un pays fort et paisible. Les gens marchaient dans des rues propres, vêtus de beaux vêtements, fiers du chemin parcouru par leur pays. Les villes étaient animées. Les trains circulaient rapidement entre les pays. La technologie, l'art et la science progressaient à grands pas. De nouvelles inventions comme le téléphone et l'électricité changeaient des vies. Beaucoup pensaient que l'avenir ne ferait que s'améliorer. Mais toute cette paix et ce progrès n'étaient qu'apparents. Au fond, l'Europe n'était pas sûre. Elle ressemblait à une pièce remplie de poudre sèche, attendant qu'une seule allumette la fasse exploser. L'Europe comptait de nombreux pays puissants. L'Empire britannique régnait sur des territoires du monde entier. Il possédait la marine la plus puissante et était fier de son empire. La France souffrait encore de la défaite contre l'Allemagne, plusieurs années auparavant. L'Allemagne était un pays jeune, fort et en pleine expansion. Son dirigeant, le Kaiser, souhaitait qu'elle soit respectée et crainte. L'Autriche-Hongrie était vaste, mais faible intérieurement. De nombreux peuples différents vivaient sous un même drapeau, et tous ne souhaitaient pas rester. La Russie était vaste et peuplée, mais elle était démodée et lente. Elle était dirigée par un tsar qui pensait pouvoir prendre toutes les décisions. L'Italie tentait de se développer, mais ne savait pas qui soutenir. Chaque pays avait ses propres objectifs, ses propres craintes et ses propres ennemis. Aucun d'eux ne se faisait confiance. Pour se protéger, ces pays ont fait des promesses secrètes. Ils disaient « Si quelqu'un vous attaque, nous vous aiderons ». Ces promesses étaient appelées alliances. Mais au lieu d'empêcher la guerre, elles ont facilité sa propagation. Si un pays était attaqué, d'autres s'en ralliaient rapidement. C'était comme attacher tous les pays ensemble avec une corde. Si l'un tombait, les autres seraient emportés par la même. Au même moment, tous ces pays consolidaient leurs armées. Ils achetaient davantage d'armes, formaient davantage de soldats et préparaient la guerre, avant même qu'elle ne commence. L'Allemagne et la Grande-Bretagne rivalisaient pour construire les meilleurs cuirassés. La France et la Russie constituaient des armées plus puissantes. Tout le monde pensait que si une guerre éclatait, elle serait rapide. Les généraux préparaient des attaques et des victoires rapides. Ils pensaient que les soldats rentreraient chez eux en héros. Ils ignoraient le genre de guerre qui les attendait. Les gens ont également commencé à croire que leur propre pays était le meilleur. Cette idée s'appelle le nationalisme. En Allemagne, les gens étaient fiers de leur armée et de leur Kaiser. En France, les gens se souvenaient de leur gloire passée et aspiraient à la revanche. En Russie, ils voulaient protéger les autres peuples slaves, comme ceux des Balkans. Dans des pays plus petits comme la Serbie, les gens aspiraient à la liberté. Ils étaient las d'être contrôlés par de grands empires. Ces idées ont rendu les gens courageux, mais aussi irrités. Dans des pays comme l'Autriche-Hongrie, de nombreux groupes différents, serbes, tchèques, bosniaques et autres, ne se sentaient pas loyaux envers l'Empire. Ils voulaient s'autogouverner. Cela a créé encore plus de tensions. Dans les cafés et les journaux, on parlait de la guerre comme d'un événement passionnant. Les jeunes hommes voulaient se battre. Ils pensaient que la guerre apporterait honneur, gloire et fierté. Personne ne pensait qu'elle durerait longtemps. Personne n'imaginait la boue, la douleur, ni les millions de vies perdues. Ils ne voyaient pas le danger qui les attendait. En 1914, l'Europe semblait se porter bien. Mais elle n'était pas vraiment en paix. Les problèmes étaient trop nombreux. Les pays aspiraient à plus de pouvoir. Les peuples aspiraient à l'indépendance. Les dirigeants étaient fiers et ne voulaient pas paraître faibles. Ils étaient tous prêts à la guerre, même s'ils ne le disaient pas haut et fort. Les alliances, les armées, la fierté et la colère transformaient l'Europe en une boîte d'explosifs. Il ne manquait qu'une petite étincelle. Et l'étincelle était là. Un simple instant dans une petite ville pouvait tout déclencher. Un homme, une arme, une erreur, et tous les empires pouvaient entrer en guerre. Le monde ne serait plus jamais le même. Le plus jeune assassin du monde, c'était une matinée chaude et ensoleillée du 28 juin 1914. Les gens se pressaient dans les rues de Sarajevo, une ville de Bosnie. Ils agitaient des drapeaux et souriaient au passage d'une voiture royale. À bord se trouvait l'archiduc François Ferdinand et son épouse Sophie.
Il était l'héritier du trône austro-hongrois. Cela signifiait qu'un jour, il devait devenir empereur. Ils étaient venus à Sarajevo pour montrer que l'Empire était toujours fort. C'était aussi leur anniversaire de mariage. Ils semblaient calmes et heureux. Mais ce matin-là, quelque chose de mortel les attendait. Dans la foule se trouvaient 7 jeunes hommes. Ils n'étaient pas là pour applaudir. Ils étaient là avec des armes. Ils avaient des fusils, des bombes et du poison. Ces hommes faisaient partie d'un groupe secret appelé la Main Noire. Ils voulaient que la Bosnie se sépare de l'Autriche-Hongrie et rejoigne la Serbie. Ils pensaient que la seule façon d'obtenir la liberté était la violence. Ces jeunes hommes avaient un plan, tuer l'archiduc. Le premier assassin aperçut la voiture, mais prit peur et ne fit rien. Le second lança une bombe. Celle-ci rebondit sur la voiture et roula sous un autre véhicule. L'explosion blessa quelques personnes à proximité, mais l'archiduc était sain et sauf. Le chaos s'installa. Les gens hurlèrent et coururent. L'archiduc et sa femme furent emmenés précipitamment. Les autres assaillants prirent la fuite. L'un d'eux tenta de se suicider en se jetant dans une rivière après avoir avalé du poison, mais ces 2 tentatives échouèrent. Il fut extrait et arrêté. Tout le monde pensait que le danger était écarté. Le plan d'assassinat semblait avoir échoué, mais quelque chose d'étrange se produisit. Plus tard dans la matinée, François Ferdinand décida d'aller rendre visite aux blessés de l'explosion. Il voulait se rendre à l'hôpital. Sa femme, Sophie, l'accompagna. Ils remontèrent dans leur voiture. C'était la même voiture, le même conducteur, le même itinéraire. Mais personne ne prévint le conducteur que l'itinéraire avait été modifié. Alors, par erreur, il tourna dans une rue latérale. Il essaya de reculer pour réparer son erreur. La voiture ralentit puis s'arrêta. Juste à ce moment-là, debout non loin sur le trottoir, se trouvait un jeune homme de 19 ans nommé Gavrilo Princip. Il était l'un des assassins. Il pensait avoir perdu sa chance. Après le chaos de la veille, il était allé se chercher un sandwich dans un café du coin. Mais voilà que, juste devant lui, se trouvait la voiture. À son bord se trouvait l'homme qu'il voulait tuer. Il n'avait rien prévu. C'est arrivé comme ça. C'était le destin. Gavrilo sortit son pistolet et tira 2 coups de feu. La première balle toucha Sophie au ventre. Elle tomba, grièvement blessée. La seconde toucha Franz Ferdinand au cou. Il se pencha en avant et murmura le nom de sa femme. Du sang coula de sa bouche. Les gens hurlèrent. La voiture démarra à toute vitesse, mais il était trop tard. Sophie mourut rapidement. Franz Ferdinand mourut peu après. Le jeune assassin tenta de s'enfuir. Il fut rattrapé par la police. Il tenta de se tirer dessus, mais fut arrêté. Gavrilo Princip fut arrêté sur le champ. Il était maladif, petit et silencieux. Personne ne s'attendait à ce que ce garçon à l'air faible puisse commettre une chose aussi grande. Il disait avoir agi pour la liberté. Il n'éprouvait aucun remords. La nouvelle de la fusillade se répandit rapidement. Les habitants de Sarajevo furent choqués, tout comme ceux de toute l'Europe. Au début, beaucoup pensèrent qu'il s'agissait d'un simple assassinat politique. À l'époque, les assassinats n'étaient pas rares. Des dirigeants avaient déjà été tués. Mais ce que personne ne savait, c'est que ces 2 balles allaient déclencher la plus grande guerre que le monde ait jamais connue. L'Autriche-Hongrie était furieuse. Elle accusait la Serbie d'avoir aidé les tueurs. La Serbie nia. Mais l'Autriche-Hongrie voulait se venger. Derrière elle se tenait l'Allemagne. Derrière la Serbie se tenait la Russie. La France et la Grande-Bretagne observaient attentivement. Les alliances étaient prêtes. La guerre n'était pas loin. Un jeune homme, un simple pistolet, 2 coups de feu. Il n'en fallait pas plus pour déclencher un événement majeur. Gavrilo Princip n'avait que 19 ans. Il n'avait pas l'intention de changer le monde. Mais ce matin-là, sans le savoir, il l'a fait. L'étincelle était allumée. La poudrière allait exploser. La réaction en chaîne commence. Après la fusillade de Sarajevo, tout s'est précipité. L'archiduc François Ferdinand et son épouse Sophie étaient morts. L'Empire austro-hongrois était sous le choc et en colère. Il croyait que la Serbie était derrière l'attentat. Il pensait que la Serbie avait aidé les tueurs, ou du moins laissé faire. L'Autriche-Hongrie voulait punir la Serbie.
Mais avant d'agir, elle avait besoin du soutien de sa puissante amie, l'Allemagne. L'Allemagne leur a donné ce qu'on appelle aujourd'hui un chèque en blanc. Cela signifiait qu'elle promettait de soutenir l'Autriche-Hongrie, quoi qu'elle décide. Grâce à cette promesse, l'Autriche-Hongrie se sentit libre d'agir. Elle attendit quelques semaines, puis envoya une liste d'exigences strictes à la Serbie. Ces exigences étaient très dures. L'une d'elles stipulait que la police autrichienne pouvait entrer en Serbie pour enquêter sur le crime. La Serbie y vit une perte d'indépendance. La Serbie accepta la plupart des demandes. Mais elle refusa celle concernant l'entrée de policiers étrangers sur son territoire. Elle estimait que c'était trop. L'Autriche-Hongrie, insatisfaite, rompit les négociations avec la Serbie et commença à se préparer à la guerre. Le 28 juillet 1914, exactement un mois après l'assassinat, l'Autriche-Hongrie déclara la guerre à la Serbie. Ce fut la première étape d'une longue réaction en chaîne. La Serbie se tourna vers la Russie pour obtenir de l'aide. La Russie était un pays beaucoup plus vaste et se considérait comme le protecteur de tous les peuples slaves. Serbes et Russes partageaient culture et religion. La Russie commença à préparer son armée. C'est ce qu'on appelait la mobilisation. Mais se préparer à la guerre effrayait l'Allemagne. L'Allemagne a demandé à la Russie d'arrêter la mobilisation, mais la Russie n'a pas cédé. L'Allemagne se sentait prise au piège. Elle pensait que si elle attendait trop longtemps, la Russie et son amie la France l'attaqueraient ensemble. L'Allemagne a donc pris une décision rapide. Le 1er août 1914, elle a déclaré la guerre à la Russie. 2 jours plus tard, le 3 août, elle a également déclaré la guerre à la France. L'Allemagne avait un plan, le plan Schlieffen. Ce plan prévoyait que l'Allemagne attaquerait d'abord la France, la neutraliserait rapidement, puis ferait demi-tour pour combattre la Russie. Pour ce faire, les soldats allemands devaient traverser la Belgique, un petit pays qui avait décidé de rester neutre. La Belgique refusa, mais l'Allemagne envahit quand même. Cette invasion de la Belgique changea tout. La Grande-Bretagne avait promis, il y a de nombreuses années, de protéger la Belgique en cas d'attaque. Face à cette attaque, la Grande-Bretagne entra en guerre. Le 4 août 1914, elle déclara la guerre à l'Allemagne. En une semaine seulement, 6 grands pays étaient en guerre. L'Autriche-Hongrie attaqua la Serbie. La Russie intervint pour protéger la Serbie. L'Allemagne soutint l'Autriche-Hongrie et attaqua la Russie et la France. Puis la Grande-Bretagne s'engagea pour protéger la Belgique. Chaque pays avait ses propres raisons, mais tous étaient motivés par de vieilles promesses et par la peur d'être laissés seuls. La guerre ne se résumait plus au meurtre d'un seul homme. Ce moment à Sarajevo avait été l'étincelle, mais désormais, le feu brûlait dans toute l'Europe. Les alliances censées maintenir la paix avaient aggravé la guerre. Chacun pensait agir pour se défendre. Chacun croyait n'avoir pas le choix. Au début, les gens étaient enthousiastes. Ils acclamaient les gens dans les rues. Des hommes s'engageaient pour combattre. Ils pensaient que la guerre serait rapide. Ils pensaient être de retour chez eux pour Noël. Mais ils avaient tort. Personne ne pouvait arrêter la réaction en chaîne une fois déclenchée. Chaque décision en entraînait une autre, et chaque pays sentait qu'il devait agir avant qu'il ne soit trop tard. À la fin de la première semaine d'août 1914, l'Europe était en guerre. Les empires les plus puissants étaient désormais ennemis. Les canons étaient chargés, les soldats marchaient. Tout cela grâce à 2 balles. Une promesse et une chaîne d'événements que personne ne pouvait arrêter. Le monde avait changé, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. La crise de juillet, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand le 28 juin 1914 bouleversa le monde. Mais les premiers jours, le calme revint. Nombreux furent ceux qui pensèrent qu'il s'agissait d'un énième assassinat politique. De tels événements s'étaient déjà produits. Certains dirigeants étaient tristes, d'autres en colère, mais personne ne pensait que cela mènerait à une guerre mondiale. Pourtant, derrière les portes closes, un événement grave se produisait. Les dirigeants austro-hongrois ne se contentaient pas de pleurer, ils planifiaient. L'Autriche-Hongrie souhaitait depuis longtemps endiguer la montée en puissance de la Serbie. La mort de l'archiduc lui en donna une raison. Mais elle était inquiète. La Serbie avait un ami fort, la Russie. L'Autriche-Hongrie ne pouvait pas risquer une guerre seule avec elle.
Elle se tourna donc vers son allié le plus proche, l'Allemagne, pour lui demander de l'aide. Celle-ci lui apporta son soutien sans réserve. Ce fut ce qu'on appela le chèque en blanc. Cela signifiait que l'Allemagne soutiendrait l'Autriche-Hongrie, quoi qu'il arrive. Pourtant, ils n'ont pas réagi immédiatement. Il leur a fallu 3 semaines pour préparer une liste d'exigences, appelée ultimatum. Le 23 juillet, l'Autriche-Hongrie a adressé cet ultimatum à la Serbie. Cet ultimatum comportait 10 points, dont certains étaient très stricts. L'un d'eux demandait à la Serbie de laisser la police autrichienne entrer sur son territoire pour enquêter sur le meurtre. C'était une demande importante. Aucun pays ne souhaite la présence de policiers étrangers sur son territoire. La Serbie avait 48 heures pour répondre. Après mûre réflexion, elle accepta presque tout. Ne voulant pas la guerre, elle refusa cependant d'accepter la question de la police. Elle affirmait que cela porterait atteinte à sa liberté. Le 25 juillet, l'Autriche-Hongrie rompit tous les pourparlers. 2 jours plus tard, le 28 juillet, elle déclara la guerre à la Serbie. Le lendemain, 29 juillet, la Russie commença à déployer son armée. Elle voulait protéger la Serbie. Elle n'attaquait pas encore, mais se préparait. L'Allemagne s'en aperçut et devint nerveuse. Elle lança un avertissement à la Russie. Cesser la mobilisation, sinon elle risquait la guerre. La Russie ne s'arrêta pas. Elle pensait que l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie la poussaient trop loin. L'Allemagne n'attendit pas. Le 1er août, elle déclara la guerre à la Russie. Puis, le 3 août, elle déclara également la guerre à la France. À cette époque, 2 souverains s'envoyaient des messages. Le Kaiser Guillaume d'Allemagne et le Tsar Nicolas de Russie étaient cousins. Ils s'appelaient Willy et Niki. Dans des télégrammes, ils se demandaient mutuellement de garder leur calme et d'éviter la guerre. Mais leurs armées étaient déjà en mouvement. Leurs généraux avaient établi des plans stricts. Une fois les trains lancés, il était difficile de les arrêter. Les plans étaient conçus comme des machines. Une fois lancés, ils ne pouvaient plus être arrêtés. Le plan de l'Allemagne était de vaincre rapidement la France, puis de se tourner vers la Russie. Mais pour atteindre la France, l'Allemagne devait passer par la Belgique. La Belgique était un pays neutre. Elle ne voulait pas participer à la guerre. L'Allemagne demanda à la Belgique de laisser passer ses soldats. La Belgique refusa. Le 4 août, l'Allemagne envahit malgré tout le pays. La Grande-Bretagne avait promis de protéger la Belgique de nombreuses années auparavant. L'attaque allemande contre la Belgique lui a donné une raison d'agir. Le même jour, elle a déclaré la guerre à l'Allemagne. En 1 semaine seulement, le monde avait complètement changé. La crise de juillet montre à quelle vitesse les choses peuvent évoluer. En seulement 31 jours, l'Europe est passée de la paix à la guerre. Cela ne s'est pas produit d'un coup. C'était comme une lente montée de la pression. Chaque pays a pris des décisions fondées sur la peur, l'orgueil et de vieilles promesses. Personne ne voulait paraître faible. Chacun pensait se défendre, mais tous ces choix ont mené au désastre. Les dirigeants européens croyaient que la guerre serait courte. Ils pensaient que leurs armées gagneraient rapidement. Ils ignoraient ce qui allait arriver. La crise de juillet était terminée. La guerre avait commencé, la poudrière avait explosé, et le monde ne serait plus jamais le même. Les déclarations de guerre, le mois de juillet 1914 avait été riche en tensions. Des avertissements avaient été lancés, les armées se préparaient et les dirigeants tentaient de prendre des décisions. Mais à la fin du mois, il était trop tard. Les négociations avaient échoué. Les promesses étaient utilisées comme des armes. La guerre n'était plus une question. Ce n'était plus qu'une question de temps. Désormais, un à un, les pays d'Europe commencèrent à prononcer les mots qui allaient changer l'histoire à jamais. Nous déclarons la guerre. L'Autriche-Hongrie fut la première à agir. Le 28 juillet 1914, elle déclara la guerre à la Serbie. C'était un mois après l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. La guerre commença par des tirs de canon sur Belgrade, la capitale de la Serbie. L'Autriche-Hongrie pensait que le combat serait court et facile, mais elle se trompa. La Serbie était prête à se défendre et recevait de l'aide. La Russie est rapidement intervenue. Elle voulait protéger la Serbie. Elle a commencé à déployer ses troupes à la frontière.
L'Allemagne n'était pas encore officiellement en guerre, mais elle y a vu une menace. Elle a ordonné à la Russie d'arrêter, mais elle n'a pas arrêté. Ainsi, le 1er août 1914, l'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie. L'Allemagne devait désormais se préoccuper d'un autre pays, la France. La France et la Russie étaient alliées. L'Allemagne s'attendait à ce que la France s'engage dans la guerre aux côtés de la Russie. Elle lança un avertissement à la France. « Reste en dehors de ça, sinon nous te combattrons aussi. » La France ne recula pas. Elle commença également à préparer son armée. Le 3 août, l'Allemagne déclara la guerre à la France. L'Allemagne avait un plan pour gagner rapidement, le plan Schlieffen. Selon ce plan, l'Allemagne attaquerait d'abord la France. Elle pensait pouvoir vaincre la France en 6 semaines, puis faire demi-tour et combattre la Russie. Mais un problème se posait. Pour atteindre la France, les soldats allemands devaient passer par la Belgique. La Belgique était un pays neutre. Cela signifiait qu'elle ne voulait pas se battre et avait promis de rester en dehors de la guerre. L'Allemagne adressa un message à la Belgique. Elle lui demanda la permission de faire traverser le pays à son armée. La Belgique refusa. Elle souhaitait protéger son territoire et rester neutre. L'Allemagne ne l'écouta pas. Le 4 août, elle envahit la Belgique par la force. Cela changea tout. Bien des années auparavant, la Grande-Bretagne avait promis de protéger la neutralité de la Belgique. Maintenant que l'Allemagne avait attaqué la Belgique, la Grande-Bretagne se vit contrainte de faire un choix. Ce même jour, le 4 août 1914, elle déclara la guerre à l'Allemagne. En une semaine seulement, 5 pays avaient déclaré la guerre. L'Autriche-Hongrie, la Serbie, la Russie, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. La France se préparait déjà au combat. D'autres pays suivraient bientôt. Le réseau d'alliances attirait de nouvelles nations. Ce qui avait commencé comme un conflit local était devenu une guerre mondiale. Dans les villes d'Europe entière, les habitants lisaient les nouvelles avec des yeux écarquillés. Beaucoup étaient surpris de la rapidité avec laquelle tout s'était passé. Certains applaudissaient. Ils croyaient que leur pays allait gagner. Les hommes se précipitèrent pour s'engager dans l'armée. Ils pensaient que la guerre serait terminée en quelques mois. Les journaux annonçaient une grande aventure. Personne ne parlait de la douleur et des pertes qui allaient suivre. Les dirigeants de chaque pays ont tenté de rejeter la faute sur les autres. L'Autriche-Hongrie a accusé la Serbie d'être à l'origine du problème. L'Allemagne a affirmé qu'elle ne faisait que protéger son allié. La Russie a affirmé qu'elle défendait un ami. La France et la Grande-Bretagne ont affirmé avoir été contraintes d'agir. Chacun avait ses raisons. Chacun pensait avoir raison. Mais aucune de ces raisons ne pouvait arrêter ce qui se passait. Les déclarations de guerre étaient comme des dominos qui tombaient. Chacune entraînait la suivante. Chaque étape amplifiait la guerre. Bientôt, des soldats allaient combattre non seulement en Europe, mais partout dans le monde. Des colonies d'Afrique, d'Asie et d'ailleurs allaient également se joindre à la guerre. À la fin de cette première semaine d'août, le monde avait changé. Les mots sur le papier s'étaient transformés en coups de feu. Les soldats marchaient. Les familles se disaient au revoir. La guerre que beaucoup pensaient impossible était désormais bien réelle, et elle ne faisait que commencer. Les déclarations de guerre continuèrent de résonner dans le monde entier. Dans les jours qui suivirent, de nouveaux pays furent entraînés dans le conflit grandissant. Les alliances, nouées pour se protéger, entraînèrent désormais les nations au combat. Peu importait désormais qui tirait le premier coup de feu. Chacun se préparait au combat. Dans l'Empire ottoman, les dirigeants observaient attentivement la situation. Ils n'entrèrent pas immédiatement en guerre, mais discutaient déjà en secret avec l'Allemagne. Les Ottomans savaient leurs propres problèmes et voyaient dans la guerre un moyen de reconquérir leur pouvoir perdu. Quelques mois plus tard, ils allaient rejoindre les puissances centrales, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. L'Italie, bien que membre d'une alliance avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, choisit d'attendre. Les dirigeants italiens affirmèrent que l'alliance était défensive et que l'Autriche-Hongrie avait déclenché la guerre. Ils décidèrent de ne pas adhérer immédiatement. Mais cela allait changer plus tard, lorsque l'Italie entra en guerre aux côtés de la Grande-Bretagne et de la France. Pendant ce temps, les petites nations commençaient à subir la pression des deux camps. Certaines souhaitaient rester neutres, mais la géographie et les alliances rendaient la tâche difficile.
Des pays comme la Belgique furent entraînés dans la guerre simplement en raison de leur situation géographique. Les frontières devinrent des champs de bataille. La neutralité devint une position dangereuse. De l'autre côté des océans, des pays éloignés de l'Europe commencèrent à prendre parti. Le Japon déclara la guerre à l'Allemagne en août 1914. Souhaitant étendre son influence en Asie, il y vit une opportunité. Bientôt, il attaqua les colonies allemandes de Chine et du Pacifique. Même les pays d'Amérique du Sud et d'Afrique observaient attentivement la situation. Le monde retenait son souffle. De retour en Europe, les gares étaient pleines de jeunes hommes en uniforme. Les familles s'embrassaient et pleuraient. Les épouses remettaient des lettres à leurs maris, espérant qu'ils rentreraient sains et saufs. Certaines mères offraient à leurs fils des médailles ou des croix pour les protéger. Les rues étaient remplies de fanfares et de drapeaux flottant au vent, mais derrière ce bruit se cachait la peur. Personne ne savait vraiment ce que la guerre allait apporter. Des affiches étaient placardées sur les murs, appelant les hommes à servir. Les gouvernements promettaient honneur et gloire. Les écoles enseignaient aux enfants la fierté et le courage. Mais personne n'expliquait ce qu'étaient les tranchées. Personne ne décrivait le froid, la faim ou les explosions. Tout cela restait inconnu. À la mi-août, l'Europe était en feu. Ce qui avait commencé comme une petite crise s'était transformé en une guerre massive. Et le pire, c'était que ce n'était que le début. Les déclarations de guerre avaient ouvert la voie à des années de combat. Des millions de vies allaient être bouleversées à jamais, et le monde ne serait plus jamais le même. Mobilisation et désinformation. Lorsque la guerre fut déclarée début août 1914, tout s'emballa. Dans chaque pays, les armées furent mobilisées. C'est ce qu'on appelait la mobilisation. Mobiliser signifie se préparer à la guerre, mobiliser les soldats, sortir les armes et acheminer le ravitaillement jusqu'aux frontières. Les trains étaient remplis d'hommes et de machines. Les ordres étaient donnés rapidement. Chacun pensait qu'il fallait agir vite, sous peine de se faire distancer. Personne ne voulait être le dernier à se préparer. En Allemagne, les trains circulaient jour et nuit. Les soldats saluaient la foule en liesse en quittant leur ville. Les femmes distribuaient des fleurs. Les enfants applaudissaient et souriaient. En France, les gens chantaient et agitaient des drapeaux tandis que les jeunes hommes défilaient dans les rues. La Russie avançait plus lentement, mais son armée était immense. Elle commença à rassembler des troupes le long des frontières. En Grande-Bretagne, des affiches étaient placardées pour demander des volontaires. Les jeunes hommes faisaient la queue devant les bureaux de l'armée, prêts à servir. Certains mentaient même sur leur âge pour pouvoir s'engager plus tôt. On aurait dit un grand défilé. Mais ce n'en était pas un. La plupart des gens pensaient que la guerre serait courte. Ils croyaient qu'elle serait terminée en quelques mois. Beaucoup pensaient que leur pays gagnerait rapidement. Les jeunes hommes rêvaient de rentrer au pays en héros. Les familles espéraient que leurs fils reviendraient avant Noël. Les journaux ont contribué à répandre cette idée. Ils ont publié des titres enthousiasmants. Ils ont présenté la guerre comme une guerre courageuse et noble. Mais la vérité était cachée. Les gens ignoraient ce qui attendait réellement les soldats. Ils ignoraient tout des mitrailleuses, des tranchées ou de la boue interminable. La désinformation était omniprésente. Cela signifie que les gens recevaient des informations erronées, voire fausses. Certaines provenaient des journaux, d'autres des dirigeants. D'autres encore étaient relayées par des personnes qui ignoraient la vérité, mais répétaient ce qu'elles avaient entendu. Chaque camp affirmait à ses citoyens qu'ils combattaient pour de bonnes raisons. Ils affirmaient que leur pays avait été attaqué en premier. Ils accusaient l'autre camp d'avoir déclenché la guerre. Cela a contribué à renforcer la population et à la rendre fière. Cela a également incité davantage d'hommes à s'engager. En Allemagne, des affiches montraient de braves soldats marchant vers la victoire. En France, les journaux disaient que l'Allemagne était un mal et qu'il fallait l'arrêter. En Grande-Bretagne, on racontait des histoires de soldats allemands blessant des civils. Certaines étaient vraies, d'autres non, mais toutes suscitaient la colère. Elles donnaient envie de se battre. La peur et l'orgueil se propageaient plus vite que les faits. Même les soldats n'étaient pas tout informés. Beaucoup ignoraient où ils allaient ni combien de temps ils resteraient absents.
Ils portaient de petits sacs contenant de la nourriture, des lettres et des photos de famille. Certains portaient des porte-bonheur. La plupart n'avaient jamais combattu. Ils faisaient confiance à leurs officiers. Ils croyaient ce qu'ils lisaient dans les journaux. Ils pensaient que la guerre serait rapide et pleine d'honneur. Ils ignoraient qu'ils s'aventuraient dans une situation bien pire. Les gouvernements ont également contribué à diffuser un message erroné. Ils ont utilisé des affiches, des chansons et des discours pour susciter le soutien. Ils ont affirmé qu'ils protégeaient leurs terres et leur mode de vie. Ils ont affirmé que la victoire viendrait bientôt. Ils ont promis que les soldats seraient bien traités. Mais ils n'ont pas parlé des blessures, de la peur ou des morts. Ils n'ont pas expliqué ce qui se passerait si la guerre durait des années. Tandis que les soldats partaient au front, les familles restaient sur place. Beaucoup avaient peur, mais essayaient de garder espoir. Ils saluaient les gens dans les gares, ils écrivaient des lettres, ils envoyaient de la nourriture et des provisions. Ils croyaient que leurs fils et leurs frères entreraient sains et saufs. Ils ignoraient quel genre de guerre venait de commencer. Fin août 1914, les armées étaient en place. La guerre était réelle. Les premières batailles avaient commencé, mais la vérité restait floue. Les gens ne comprenaient pas l'ampleur et la gravité de la guerre. Ils étaient pris dans un filet de faux espoirs et de faits manquants. Les soldats avançaient sous les yeux du monde entier, mais personne ne voyait vraiment ce qui allait suivre. Au fil des semaines, la réalité du front commença à rattraper l'enthousiasme des premiers jours. Les lettres envoyées par les soldats depuis les lignes de combat donnaient un autre ton. Elles parlaient de fatigue, de froid, de peur et de longues marches sans fin. Certains racontaient les explosions, la boue qui collait aux bottes et les nuits sans sommeil. D'autres demandaient des vêtements chauds ou des cigarettes. Peu osaient dire toute la vérité, car ils ne voulaient pas inquiéter leurs proches. Dans les villages et les villes, les familles lisaient ces lettres avec émotion. Elles tentaient d'imaginer ce que vivaient leurs fils, leurs maris ou leurs frères. Pourtant, beaucoup continuaient à croire que la guerre finirait bientôt. Les journaux n'avaient pas changé de ton. Ils continuaient à publier des articles sur des victoires, parfois exagérées. On parlait de courage, de fierté nationale, mais peu de pertes. On cachait les chiffres réels des morts et des blessés. Même les soldats tombés au combat étaient présentés comme des héros, morts avec honneur. Les affiches patriotiques étaient partout. Elles montraient des hommes forts, souriants, partant défendre leur pays. Les couleurs étaient vives, les slogans simples. Elles encourageaient les jeunes à s'engager, à faire leurs devoirs. Dans les écoles, on chantait des chansons pour soutenir les troupes. On apprenait aux enfants à être fiers de leurs soldats. Certains élèves écrivaient même des cartes de vœux pour les envoyer au front. La guerre entrait dans les foyers, mais toujours de façon embellie. La désinformation ne venait pas seulement de la presse ou des gouvernements. Elle circulait aussi dans les conversations. Des rumeurs naissaient facilement. On racontait que les ennemis utilisaient des balles empoisonnées ou qu'ils tuaient sans pitié. Parfois, ces récits étaient inventés. Parfois, ils exagéraient des faits réels. Dans les rues, dans les marchés, on répétait ce que l'on avait entendu sans toujours vérifier. Ces récits nourrissaient la peur et la haine. Dans certains pays, les hommes qui hésitaient à s'engager étaient mal vus. On les traitait de lâches. Des femmes distribuaient des plumes blanches comme signe de honte. Cela mettait une pression énorme sur ceux qui restaient chez eux. Même les plus jeunes, parfois à peine adolescents, voulaient prouver leur bravoure. Ils mentaient sur leur âge ou s'enrôlaient volontairement. Ils pensaient rejoindre une aventure. En réalité, ils allaient connaître l'horreur. Les premières batailles furent violentes, les pertes furent lourdes. Les blessés revenaient avec des cicatrices visibles ou invisibles. Certains avaient perdu un bras, une jambe ou la capacité de parler. Beaucoup revenaient changés à jamais. Pourtant, à l'arrière, on continuait souvent à ignorer l'ampleur du désastre. Les soldats blessés étaient acclamés, mais personne ne leur demandait ce qu'ils avaient vu. La société n'était pas prête à entendre ces récits. Les gouvernements continuaient à contrôler l'information. La censure était forte. On coupait des passages dans les lettres. On interdisait certains reportages. Les photos de guerre publiées étaient choisies avec soin. Le but était de maintenir le moral de la population.
de garder l'unité. Mais cela empêchait aussi les gens de comprendre ce que la guerre devenait réellement. Une guerre longue, sanglante et sans retour possible. À l'automne 1914, les espoirs de retour rapide s'étaient déjà envolés pour certains. Les tranchées commençaient à apparaître, le front se stabilisait. Les soldats s'installaient dans la boue, prêts à tenir leur position pendant des mois. Et à l'arrière, malgré les premiers deuils, beaucoup continuaient à vivre dans l'illusion. L'ombre de la guerre s'étendait, lentement mais sûrement, sur toute l'Europe. Et le monde, les yeux encore pleins d'images fausses, ne comprenait pas encore que le pire était à venir. Le grand pari de l'Allemagne. L'Allemagne savait dès le départ qu'elle avait un problème. Elle était coincée au cœur de l'Europe, avec des ennemis des deux côtés. La France était à l'ouest, la Russie à l'est. L'Allemagne pensait qu'en cas de guerre, ces deux pays attaqueraient simultanément. Combattre sur deux fronts était dangereux. Cela pouvait diviser l'armée allemande et l'affaiblir. C'est pourquoi, bien avant le début de la guerre, les dirigeants allemands élaborèrent un plan, le plan Schlieffen. L'idée était simple sur le papier. L'Allemagne attaquerait la France en premier et frapperait vite. Elle traverserait la Belgique, surprendrait les Français et s'emparerait de Paris en quelques semaines seulement. Ensuite, elle ferait demi-tour et combattrait la Russie. L'Allemagne pensait que la Russie mettrait plus de temps à préparer son armée. Elle avait donc du temps, mais seulement si tout se déroulait parfaitement. C'était un pari risqué. Le 4 août 1914, l'Allemagne commença son offensive. Elle envoya des milliers de soldats en Belgique. Les Belges n'étaient pas prêts à une attaque d'une telle ampleur, mais ils ne renoncèrent pas. Ils combattirent courageusement. Leur petite armée ralentit l'Allemagne. Des villes furent endommagées. Les gens quittèrent leur foyer. Les soldats allemands, frustrés, recoururent à des méthodes brutales pour prendre le contrôle du pays. Le monde fut choqué. La nouvelle se répandit sur ce qui se passait en Belgique. On appela cela le viol de la Belgique. Que chaque histoire soit vraie ou non, elle suscita la colère de nombreux Britanniques, notamment. L'Allemagne espérait que la Grande-Bretagne resterait en dehors de la guerre. Mais maintenant, la Belgique étant attaquée, la Grande-Bretagne n'avait plus le choix. Elle avait promis de protéger la Belgique depuis de nombreuses années. Ainsi, le jour même où l'Allemagne envahissait la Belgique, la Grande-Bretagne lui déclarait la guerre. Le pari de l'Allemagne avait déjà attiré un nouvel ennemi. Malgré tout, l'armée allemande continua d'avancer. Elle pénétra dans le nord de la France, remportant des batailles et forçant les Français à se replier. Des villes furent prises. Les routes étaient encombrées de troupes et de chevaux. L'Allemagne se croyait proche de la victoire. Le plan semblait fonctionner, mais les problèmes commencèrent à s'accumuler. Les soldats allemands étaient fatigués. Ils avaient parcouru de longues distances sans beaucoup de repos. Les provisions s'épuisaient. Leurs lignes étaient étirées. La résistance belge, les troupes britanniques et la solide défense française les avaient ralentis. L'Allemagne avait misé sur la rapidité, mais cette rapidité avait disparu. Les Français n'abandonnèrent pas. Ils envoyèrent des troupes fraîches. Nombre d'entre eux furent dépêchés au front en taxi depuis Paris. Ce fut le symbole de la lutte de la ville. Les habitants étaient prêts à défendre leur foyer. Les forces françaises et britanniques tinrent une position solide le long de la Marne. Pour la première fois, l'armée allemande dut s'arrêter. Puis vint la contre-attaque. La bataille de la Marne fut féroce. Pendant des jours, les deux camps se livrèrent un combat acharné. Les généraux allemands commencèrent à s'inquiéter. Leur plan s'effondrait. Ils ne pouvaient plus avancer et craignaient d'être pris au piège. Ils durent battre en retraite. Ce fut un tournant majeur. L'Allemagne n'avait pas réussi à prendre Paris. Leur rapide victoire leur échappait. La guerre allait alors changer. Au lieu d'avancer rapidement, les deux camps commencèrent à creuser. Des tranchées furent creusées. Des barbelés furent installés. Les soldats se préparèrent à tenir bon. Le grand pari de l'Allemagne avait échoué. Le plan Schlieffen était brisé. L'Allemagne avait pris un risque considérable. Elle avait tenté de gagner la guerre rapidement avant qu'elle ne devienne trop importante.
Mais elle avait agi trop vite, s'était fait trop d'ennemis et s'était heurtée à une résistance plus forte que prévu. Elle se retrouvait désormais confrontée à une guerre sur 2 fronts, précisément ce qu'elle avait voulu éviter. Le combat allait désormais être long et difficile. L'espoir d'une guerre brève s'était envolé. Le pari de l'Allemagne avait changé la donne à jamais. Le monde se dirigeait vers quelque chose de plus profond, de plus sombre et de bien plus meurtrier que quiconque l'avait imaginé. Paris au bord du gouffre, début septembre 1914. L'armée allemande progressait rapidement à travers la Belgique et en France. Les villes tombaient les unes après les autres tandis que les troupes allemandes avançaient. Elles avaient suivi le plan Schlieffen et étaient désormais très proches de leur objectif, Paris. La capitale française était en danger. Les habitants de la ville entendaient au loin le bruit des canons. La panique commença à s'installer. Les magasins fermaient. Les familles rassemblaient leurs affaires et tentaient de partir. Le gouvernement français se déplaçait dans une autre ville, craignant la chute de Paris. La fin semblait proche. L'Allemagne croyait qu'elle était sur le point de gagner. Les généraux pensaient qu'une fois Paris prise, la France capitulerait. Tel était leur plan depuis le début, vaincre la France rapidement, puis se retourner et combattre la Russie. Les soldats allemands étaient fatigués mais enthousiastes. Ils avaient parcouru un long chemin et remporté de nombreuses batailles. Ils pensaient n'être qu'à quelques jours de la victoire. Mais quelque chose changea. L'armée allemande avait avancé si vite que ses lignes de ravitaillement étaient trop éloignées. Nourriture, eau et munitions n'atteignaient pas le front à temps. Les soldats étaient épuisés par des semaines de marche et de combat. Certains chevaux étaient morts de chaleur et de manque de repos. Les commandants allemands commencèrent à s'inquiéter. Leur armée était trop dispersée. Pire encore, ils avaient commis une erreur. Le flanc droit de leur armée s'était déplacé trop à l'est, laissant une brèche entre leurs forces. Cette brèche allait tout changer. L'armée française, dirigée par le général Joffre, comprit l'erreur. Il comprit que le moment était venu d'agir. La France rassembla rapidement de nouvelles troupes, dont beaucoup étaient venus de Paris même. Des milliers de soldats furent dépêchés sur le front. Certains y furent même conduits en taxi. Ce fait divers devint célèbre, témoignant de la volonté de tous les habitants de la ville d'apporter leur aide. Ces troupes rejoignirent les forces britanniques déjà en combat à proximité. Ensemble, elles lancèrent une contre-attaque surprise près de la Marne. La bataille de la Marne débuta le 6 septembre 1914. Pendant des jours, Français et Britanniques combattirent une armée allemande épuisée. La bataille fut intense. Les 2 camps perdirent de nombreux soldats. Mais peu à peu, la ligne allemande commença à se rompre. Leurs armées, trop dispersées, ne pouvaient tenir leur position. Les généraux allemands, conscients du danger, firent un choix difficile. Ils ordonnèrent la retraite. C'était la première fois que l'armée allemande se retirait depuis le début de la guerre. Paris avait été sauvé. L'ambiance en France changea rapidement. Ce qui semblait une défaite certaine se transforma désormais en espoir. Les Parisiens étaient soulagés. Le danger n'était pas écarté, mais pour l'instant la ville était en sécurité. La victoire allemande rapide, qui semblait acquise, n'était plus envisageable. Le plan Schlieffen avait échoué. L'Allemagne ne gagnerait pas la guerre en quelques semaines. Après la bataille de la Marne, les 2 camps commencèrent à creuser des tranchées. Ils savaient que la guerre n'allait pas se terminer de sitôt. Ils devaient se protéger et tenir bon. Ce fut le début de la guerre des tranchées. Elle allait durer des années et engendrer de terribles souffrances. La guerre avait changé. L'Allemagne avait tout misé sur une prise rapide de Paris. Elle s'en est approchée, mais ce n'était pas suffisant. Son erreur près de la Marne a permis aux Alliés de riposter. Les soldats allemands avaient parcouru un long chemin, combattu avec acharnement et presque atteint leur objectif. Mais ils étaient désormais repoussés. Le rêve d'une guerre courte était révolu. La chute de Paris avait été le moment le plus dangereux pour la France. Si les Allemands avaient gagné cette bataille, la guerre aurait pu se terminer très différemment. Mais le courage des troupes françaises et britanniques, les décisions judicieuses de leurs généraux et le courage de la population ont contribué à empêcher la chute de la ville. La guerre entrait alors dans une nouvelle phase, sans victoire rapide ni dénouement facile. Elle serait longue, douloureuse et pleine de pertes. Mais pour l'instant, Paris tenait bon, et cela changea tout. Creusé, après la bataille de la Marne, tout changea.
L'attaque rapide de l'Allemagne avait échoué, son armée avait été repoussée, elle ne pouvait atteindre Paris. Le rêve d'une guerre rapide et facile était révolu. Désormais, les deux camps devaient protéger leur territoire. Ils commencèrent donc à creuser. Au début, les tranchées étaient simples, de simples trous peu profonds dans le sol où les soldats pouvaient se cacher des balles. Mais bientôt, les trous devinrent plus profonds, plus longs et plus complexes. Ces tranchées allaient devenir le nouveau visage de la guerre. En France et en Belgique, le terrain était plat et dégagé. Il n'y avait ni montagne ni forêt dense derrière lesquelles se cacher. Si les soldats se tenaient debout, ils pouvaient être vus par l'ennemi et abattus. Ils restaient donc discrets. Ils creusaient des lignes dans le sol et y vivaient. Ces lignes s'étendaient sur des centaines de kilomètres, de la mer du Nord jusqu'à la frontière suisse. Cette longue ligne fut connue sous le nom de front ouest. Chaque camp construisit son propre réseau de tranchées. L'espace entre les deux camps était appelé No Man's Land. C'était une bande dangereuse et boueuse, jonchée de barbelés, de trous d'obus et de matériel endommagé. Quiconque tentait de la traverser s'exposait aux mitrailleuses, aux snipers et aux bombes. Même se tenir debout dans la tranchée pouvait être mortel. Les soldats restaient donc à terre, attendant les ordres, transis et trempés. La vie dans les tranchées était dure, la pluie rendait le sol boueux, les rats couraient dans les tunnels, la nourriture était rudimentaire et souvent froide. Il n'y avait pas de véritable toilette, de nombreux soldats tombaient malades. Ils attrapaient des maladies comme le pied des tranchées, causées par le fait de rester trop longtemps debout dans des bottes mouillées. Ils devaient aussi lutter contre les poux et les mauvaises odeurs. Ce n'était pas la guerre héroïque que beaucoup avaient imaginée. Elle était lente, sale et douloureuse. Au départ, les tranchées étaient censées être temporaires. Les commandants pensaient pouvoir percer les lignes ennemies rapidement, mais personne n'y parvenait. Chaque attaque était combattue par une défense solide. Chaque gain de terrain était minime et avait un coût élevé. Les hommes se battaient pendant des semaines pour ne faire que quelques mètres d'avance. Puis l'autre camp ripostait et reprenait le même terrain. Les deux camps cherchaient de nouvelles façons de gagner. Ils utilisaient de gros canons, appelés artillerie, pour tirer des obus à longue distance. Ces obus provoquaient de fortes explosions et détruisaient terre et population. Parfois, ils utilisaient des gaz toxiques qui brûlaient poumons et yeux. Le gaz était effrayant et mortel, mais même cela ne parvenait pas à débloquer la situation. Les tranchées se sont développées au fil du temps. Il y avait des tranchées de première ligne, des tranchées de soutien et des tranchées de réserve. Elles étaient reliées par des sentiers plus étroits. Les soldats pouvaient circuler de l'une à l'autre sans être vus. Il y avait aussi des endroits pour se reposer, stocker de la nourriture et soigner les blessés. Pourtant, rien ne pouvait apaiser la peur. Une attaque surprise pouvait survenir à tout moment. Un seul obus pouvait tuer de nombreuses personnes en une seconde. Les soldats essayaient de rester forts. Ils écrivaient des lettres, plaisantaient et chantaient des chansons. Mais le stress était toujours là. Les bruits de la guerre ne cessaient jamais. La peur de la mort ne quittait jamais. Pour beaucoup, chaque jour était le même. Matin froid, vêtements sales et bruit des armes. Le temps s'écoulait lentement et l'espoir s'évanouissait. La guerre des tranchées devint un long jeu d'attente. Chaque camp espérait que l'autre percerait le premier. Les chefs planifiaient de grandes attaques, mais la plupart échouèrent. La ligne de tranchées resta à peine immobile pendant des années. Ce fut une guerre d'endurance, qui pouvait tenir le plus longtemps, qui pouvait perdre le plus et continuer à se battre. À la fin de 1914, il était clair que cette guerre ne serait pas de courte durée. Les tranchées faisaient désormais partie du quotidien des soldats. Ils s'étaient retranchés et n'allaient nulle part. La guerre entrait dans un nouveau chapitre, un chapitre de boue, de sang et d'attente. S'accrocher ne signifiait pas seulement rester en sécurité. Il s'agissait de tenir bon. Il s'agissait de survivre dans une guerre devenue plus grande et plus dure que quiconque l'aurait imaginé. Et ce n'était que le début. La vie dans les tranchées, vivre dans les tranchées fut l'un des moments les plus difficiles de la Première Guerre mondiale. Nombre de jeunes hommes s'étaient engagés dans l'armée, pensant que la guerre serait courte et pleine de gloire. Mais à leur arrivée au front, ils découvrirent une vie bien différente. Les tranchées étaient froides, humides, sales et pleines de dangers.
Les soldats devaient y rester des jours, voire des semaines, dans des conditions épouvantables. Les tranchées étaient de longs fossés étroits creusés dans le sol. Elles servaient à protéger les soldats des tirs ennemis. Les murs étaient tapissés de sacs de sable, de bois et parfois de tôle. Le fond était souvent recouvert de planches de bois, appelées caillebotis, pour protéger les pieds de l'eau. Mais même avec ces caillebotis, les tranchées étaient toujours boueuses. La pluie les remplissait d'eau et la boue pouvait arriver jusqu'aux genoux. Parfois, les soldats devaient dormir debout car le sol était trop humide. Le temps aggravait la situation. En hiver, les tranchées gelaient. En été, la chaleur rendait l'odeur insupportable. Des cadavres, de la nourriture en décomposition et des excréments humains étaient partout. Il n'y avait pas de toilette digne de ce nom. Les soldats utilisaient un seau ou creusaient un petit trou. L'eau potable était difficile à trouver. Se laver était rare. Beaucoup de soldats ne changeaient pas de vêtements pendant des semaines. Ils attrapaient des poux, ce qui leur causait des démangeaisons. Leurs uniformes étaient sales et infestés d'insectes. L'un des pires problèmes était le pied des tranchées. Il survenait lorsque les soldats restaient trop longtemps dans le froid et l'humidité. Leurs pieds gonflaient, noircissaient et devaient parfois être sectionnés. Pour éviter cela, on demandait aux soldats de changer souvent de chaussettes et de se frotter les pieds avec de la graisse, mais ce n'était pas toujours possible. Les approvisionnements n'arrivaient pas toujours à temps et les lignes de front étaient dangereuses pour quiconque apportait de la nourriture ou des médicaments. Les rats étaient partout. Ils se nourrissaient des cadavres et devenaient très gros. Les soldats les détestaient. Ils essayaient de les tuer à coups de pelle ou de fusil, mais ils revenaient toujours. Ils étaient porteurs de maladies et rendaient la vie encore plus misérable. Les mouches et les moustiques étaient également courants, surtout en été. Ils propageaient les maladies et rendaient l'alimentation et le sommeil difficiles. La nourriture dans les tranchées était rudimentaire. On donnait aux soldats des biscuits durs, de la viande en conserve et du thé léger. Parfois, la nourriture était avariée ou pleine de vers. Les légumes et les fruits frais étaient rares. Beaucoup de soldats perdaient du poids et s'affaiblissaient. Malgré tout, ils essayaient de garder le moral. Ils plaisantaient, chantaient des chansons et écrivaient des lettres à leur famille. Ils attendaient le courrier et les petits cadeaux de la maison. Ces lettres leur donnaient de l'espoir et leur rappelaient des jours meilleurs. La peur ne quittait jamais. À tout moment, un obus ennemi pouvait atterrir dans la tranchée. Les tirs d'artillerie étaient puissants et meurtriers. Ils pouvaient détruire des pans entiers de la tranchée en quelques secondes. Les soldats se tenaient bas, espérant ne pas être touchés. Des tireurs d'élite observaient de l'autre côté, prêts à tirer sur quiconque lèverait la tête. L'espace entre les tranchées, appelé No Man's Land, était rempli de barbelés, de boue et de cadavres. Passer par-dessus pour attaquer était dangereux. Nombreux étaient ceux qui étaient tués avant même d'atteindre la ligne ennemie. Lorsqu'ils ne combattaient pas, les soldats passaient leur temps à réparer les tranchées, à écrire des lettres ou à se reposer. Certains dessinaient ou jouaient aux cartes. Ils trouvaient des moyens de passer le temps, mais l'ennui était pesant. D'autres ressentaient une peur et une tristesse profonde. Certains ne parvenaient pas à dormir, même dans le calme. Le stress constant provoquait ce qu'ils appelaient le choc des obus, aujourd'hui connu sous le nom de syndrome de stress post-traumatique. Les soldats tremblaient, pleuraient ou se taisaient. À cette époque, beaucoup ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils essayaient simplement de survivre. La vie dans les tranchées n'était pas celle que les soldats avaient imaginée. Elle n'était pas glorieuse. Elle était faite de boue, de peur et de douleur. Pourtant, ils sont restés. Ils se sont battus. Ils ont enduré. Parce qu'ils croyaient se battre pour quelque chose de plus grand qu'eux. Même dans les moments les plus sombres, ils ont tenu bon. Et ce courage les a aidés à traverser la guerre. Même si la vie dans les tranchées était empreinte de misère, de nombreux soldats trouvaient le moyen de rester en contact. L'amitié était forte car chacun dépendait de son voisin. Les soldats partageaient leur nourriture, leurs histoires et leurs peurs. Ces liens leur donnaient de la force. Dans des conditions aussi terribles, avoir quelqu'un en qui avoir confiance était l'un des rares réconforts possibles. Un mot gentil, une blague ou le simple fait de s'asseoir tranquillement côte à côte faisait toute la différence.
Parfois, les soldats recevaient des journaux ou des bulletins de leur famille. Ils les lisaient ensemble et discutaient des nouvelles. Ils se demandaient comment allait leur famille et rêvaient de retrouver leur lit. Penser à leur pays les aidait à oublier, ne serait-ce qu'un instant où ils étaient. Les lettres de leur mère, épouse ou amie étaient des trésors. Certains hommes portaient des photos dans leurs poches, usées à force d'être regardées. L'aide médicale était limitée. Si quelqu'un était blessé, il fallait attendre d'être transporté en lieu sûr. Les hôpitaux de campagne étaient souvent éloignés, et transporter les soldats blessés dans la boue et sous les tirs était difficile. Nombre d'entre eux restaient étendus dans la douleur pendant des heures, voire des jours. Les médecins faisaient de leur mieux, mais les fournitures manquaient. Parfois, les infections se propageaient rapidement, et des vies étaient perdues même après la fin des combats. Lors des moments de calme, des aumôniers ou des prêtres venaient dans les tranchées. Ils offraient des prières, apportaient du réconfort et parfois célébraient de courtes messes. Cela apportait la paix à beaucoup. La religion aidait certains soldats à garder leur calme, surtout lorsqu'ils avaient peur. Elle leur rappelait qu'ils n'étaient pas seuls dans leur souffrance. Les divertissements étaient rares mais importants. Les soldats composaient des chansons, racontaient des histoires drôles et jouaient même de petites pièces de théâtre. Ces petits gestes de joie leur rappelaient la vie normale. Le rire devenait un moyen de combattre la peur. Lorsque les soldats pouvaient sourire, ne serait-ce qu'un instant, cela leur redonnait espoir. Il y eut aussi des moments de paix inattendus. Sur certaines parties du front, les soldats des deux camps cessaient les combats pendant les fêtes. Le moment le plus célèbre fut la trêve de Noël de 1914. Ce jour-là, des hommes des deux camps se retrouvèrent dans le No Man's Land, partagèrent un repas et jouèrent même au football. Cela montra que derrière leurs uniformes, ils n'étaient que des êtres humains qui tentaient de survivre. Malgré l'horreur, de nombreux soldats tenaient un journal. Ils voulaient se souvenir de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils avaient ressenti et de ce que leurs amis représentaient pour eux. Ces journaux sont devenus de puissants témoignages de courage et d'épreuve. Certains espéraient qu'un jour, leurs mots aideraient d'autres à comprendre la vérité de la guerre. Les tranchées ont changé tous ceux qui y ont vécu. Les hommes qui y sont entrés n'étaient pas les mêmes que ceux qui en sont sortis. Ils ont vu des choses que personne ne devrait jamais voir. Mais ils ont fait preuve de force, de gentillesse et de courage. Leur histoire nous rappelle ce que l'on peut endurer tout en gardant espoir. La guerre sur le front de l'Est, alors qu'une grande partie du monde se concentrait sur le front occidental, où les tranchées s'étendaient de la mer à la Suisse, une autre grande partie de la guerre se déroulait plus à l'Est, le front de l'Est. C'était une longue ligne de bataille entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman d'un côté, et la Russie et ses alliés de l'autre. Contrairement à l'Ouest, le front de l'Est n'était pas rempli de tranchées profondes. L'espace était plus grand, ce qui permettait aux armées de se déplacer davantage. Mais il restait plein de dangers, de sang et de morts. Au début de la guerre, la Russie possédait la plus grande armée du monde. Des millions d'hommes portaient l'uniforme du tsar. Mais ils étaient confrontés à de nombreux problèmes. Il manquait de fusils, de balles ou de bottes. Certains soldats partaient au combat sans armes adéquates. Ils étaient courageux et loyaux, mais ils n'étaient pas prêts pour une guerre moderne. Nombre d'entre eux étaient des agriculteurs qui n'avaient jamais vu de champ de bataille auparavant. Ils croyaient au combat pour leur pays, mais ils ignoraient ce qui les attendait. En août 1914, la Russie envoya 2 grandes armées en Prusse orientale, une partie de l'Allemagne. L'Allemagne fut surprise mais réagit rapidement. À la bataille de Tannenberg, les Allemands encerclèrent une armée russe et la détruisirent. Des milliers de soldats russes furent tués ou faits prisonniers. Ce fut l'une des plus grandes victoires de l'Allemagne. Même si la Russie disposait de plus de soldats, l'Allemagne bénéficiait d'un meilleur entraînement, d'un meilleur équipement et de plans plus efficaces. Malgré tout, la Russie continua le combat. Son autre armée pénétra en Autriche-Hongrie et remporta quelques batailles. L'Autriche-Hongrie était faible et avait souvent besoin de l'aide de l'Allemagne. Ensemble, ils repoussèrent les Russes. Les lignes de front s'étendirent sur des milliers de kilomètres. Villes et villages furent détruits. Des civils furent pris au piège. Nombre d'entre eux perdirent leurs maisons, leur nourriture et la vie. L'hiver aggravait la situation.
La neige et la glace recouvraient les champs. Les soldats gelaient dans leurs bottes. Le ravitaillement était difficile à transporter. Les chevaux mouraient. Les hommes souffraient de faim et de froid. Pourtant, les combats continuaient. Les deux camps perdirent de nombreuses vies. C'était une guerre de mouvement, mais elle n'était pas plus facile que la guerre à l'ouest. L'un des aspects les plus tristes du front de l'Est fut le sort des civils. Au fur et à mesure que les armées avançaient, elles brûlaient les récoltes, détruisaient les maisons et expulsaient les habitants. À certains endroits, des villages entiers furent vidés. Les gens n'avaient nulle part où aller. Ils devinrent des réfugiés, marchant pendant des jours avec pour seul bagage ce qu'ils pouvaient porter. Les maladies se propageaient rapidement et la nourriture était difficile à trouver. La guerre ne se limitait pas aux soldats. Elle touchait tout le monde. En Russie, la population commençait à se lasser. La guerre avait trop duré. Les prix avaient augmenté. La nourriture était devenue difficile à trouver. Des familles perdaient des fils et des pères. Le peuple commença à blâmer le tsar, qui régnait avec toute la puissance. On se demandait pourquoi les soldats étaient mal armés et pourquoi tant de personnes mouraient. Le tsar essayait de garder le contrôle, mais son pouvoir déclinait. En 1915, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie s'unirent pour chasser la Russie de Pologne. Elles utilisèrent de nouvelles armes et de nouvelles idées. La Russie ne put les arrêter. La ligne de front se déplaça à nouveau vers l'Est. La Russie perdait du terrain et l'armée perdait espoir. Le moral des troupes s'effondra. Les soldats commencèrent à remettre en question leurs dirigeants. Certains refusèrent même de se battre. Ils en avaient assez de mourir pour rien. En 1916, l'armée russe lança une dernière grande attaque, l'offensive Broussilov. Au début, elle réussit. L'Autriche-Hongrie subit de lourdes pertes. Mais la Russie ne put poursuivre le combat. Elle manqua de ravitaillement. L'attaque ralentit. L'Allemagne se précipita pour aider à nouveau l'Autriche-Hongrie. Finalement, le front ne changea guère. Le front de l'Est a montré l'ampleur et la brutalité de la guerre. Il ne s'agissait pas seulement de territoire. Il s'agissait de personnes, de souffrance et de survie. Des millions de vies ont été perdues. Des villes ont été détruites. L'espoir s'est évanoui. La guerre à l'Est n'était pas aussi célèbre que les tranchées à l'Ouest. Mais elle était tout aussi cruelle. Et pour la Russie, le coup allait bientôt être encore plus lourd. La tension de la guerre brisait le pays de l'intérieur. Un événement majeur se préparait. Pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi sur le territoire national. Une tempête qui allait changer la Russie à jamais. Les empires entrent en collision. L'entrée ottomane. Alors que la guerre se propageait en Europe, un autre empire observait attentivement. L'Empire ottoman, souvent surnommé l'homme malade de l'Europe, avait été autrefois puissant, mais en 1914 il était faible et en déclin. Il avait perdu des territoires, de l'argent et du respect. Il contrôlait néanmoins des régions importantes comme la Turquie actuelle, certaines parties du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Les dirigeants ottomans savaient qu'une grande guerre allait éclater. Ils devaient décider quel camp rejoindre ou s'ils devaient s'en tenir complètement à l'écart. Au début, l'Empire ottoman tenta de rester neutre, mais les deux camps le souhaitaient. Les Alliés, la Grande-Bretagne, la France et la Russie espéraient que les Ottomans resteraient à l'écart, voire les rejoindraient. De l'autre côté, l'Allemagne y voyait une opportunité. Si les Ottomans rejoignaient les empires centraux, cela pourrait ouvrir de nouveaux fronts dans la guerre. L'Allemagne voulait également empêcher la Russie d'obtenir de l'aide par la mer Noire. Les Allemands envoyèrent des navires de guerre et de l'argent aux Ottomans. Des accords secrets furent conclus. Puis, en octobre 1914, les Ottomans passèrent à l'action. Ils autorisèrent les navires de guerre allemands à attaquer les ports russes depuis les eaux ottomanes. C'était un signe clair. Peu après, les Ottomans entrèrent officiellement en guerre aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. La guerre venait de prendre encore plus d'ampleur. Cette décision changea tout. Les combats s'étendirent alors au Moyen-Orient. L'Empire ottoman contrôlait des régions clés comme la Palestine, la Syrie, l'Irak et certaines parties de l'Arabie.
Ces régions étaient peuplées de déserts, de montagnes soumises à un climat rigoureux. Les batailles y seraient très différentes de celles d'Europe. Au lieu de tranchées froides, les soldats combattaient sous un soleil brûlant. Chameaux, tempêtes de sable et longues marches faisaient partie du quotidien. L'une des premières grandes campagnes fut l'attaque alliée sur Gallipoli. En 1915, les forces britanniques et françaises, accompagnées de soldats australiens et néo-zélandais, les Anzacs, débarquèrent sur les plages de Gallipoli. Leur objectif était de s'emparer des Dardanelles, une étroite voie navigable reliant la Méditerranée à la mer Noire. En cas de victoire, ils ouvriraient une voie de ravitaillement vers la Russie. Mais les Ottomans étaient prêts. Les combats à Gallipoli furent acharnés. Le terrain était rocailleux et escarpé. Les défenseurs étaient perchés sur les falaises, tandis que les attaquants étaient exposés sur les plages. Les soldats alliés rencontrèrent une forte résistance. Les troupes ottomanes, dirigées par de courageux officiers comme Mustafa Kemal, tinrent bon. Les deux camps perdirent de nombreux hommes. La chaleur, le manque d'eau et les maladies aggravaient encore la situation. La campagne de Gallipoli fut une victoire majeure pour l'Empire ottoman. Elle leur apporta espoir et fierté. Mais la guerre a également marqué des temps sombres pour les habitants des territoires ottomans. Au sein de l'Empire se trouvaient de nombreux groupes ethniques différents. Certains, comme les Arméniens, étaient des minorités chrétiennes. Les dirigeants ottomans ont commencé à soupçonner les Arméniens d'aider l'ennemi. En 1915, ils ont commencé à expulser les Arméniens de leur foyer. Nombre d'entre eux ont été contraints de traverser le désert sans eau ni nourriture. Des centaines de milliers de personnes sont mortes. Ce fut une terrible tragédie qui reste dans les mémoires comme l'un des pires événements de la guerre. À mesure que la guerre se poursuivait, l'Empire ottoman rencontra de plus en plus de difficultés. Il dut combattre sur de nombreux fronts, contre les Britanniques en Égypte, les Russes dans le Caucase et les rebelles en Arabie. Une histoire célèbre de cette époque est celle de T.E. Lawrence, un officier britannique qui aida les combattants arabes à se rebeller contre les Ottomans. Il traversa le désert, mena des attaques surprises et fut surnommé Lawrence d'Arabie. L'entrée en guerre de l'Empire ottoman transforma la guerre en un véritable conflit mondial. Des batailles se déroulaient désormais au Moyen-Orient comme en Europe. De nouvelles alliances se formèrent. De nouveaux soldats arrivèrent de contrées lointaines. Et la carte du monde commença à changer. La guerre ne concernait plus seulement les frontières européennes. Elle concernait les empires, les peuples et le pouvoir à travers le monde. Les Ottomans avaient pris un risque considérable en s'engageant dans le combat. Au début, ils remportèrent quelques victoires, mais bientôt, comme beaucoup d'autres, ils subirent de lourdes pertes. L'ancien empire était ébranlé. Et à la fin de la guerre, il ne serait plus jamais comme avant. À mesure que les années passaient, l'Empire ottoman s'enlisait de plus en plus dans le conflit. Les victoires initiales laissèrent place à l'épuisement. Les ressources manquaient. L'économie déjà fragile s'effondra. Les récoltes étaient faibles, les routes détruites et la population civile souffrait terriblement. Dans de nombreuses régions, la famine s'installa. Des milliers de familles ne pouvaient plus se nourrir. Les marchés étaient vides et le prix des aliments augmentait sans cesse. Le peuple perdait confiance dans ses dirigeants. Le front du Caucase contre la Russie fut particulièrement difficile. Les conditions climatiques y étaient extrêmes. Les montagnes enneigées rendaient les déplacements lents et périlleux. De nombreux soldats ottomans moururent non pas au combat, mais de froid ou de maladie. Le manque d'équipement adéquat affaiblissait les troupes. L'ennemi n'était pas seulement les armées russes, mais aussi la nature impitoyable. Sur le front arabe, la situation se détériorait. Les tribus arabes, encouragées par les promesses britanniques d'indépendance, commencèrent à se révolter. L'Empire ottoman dut envoyer davantage de troupes pour réprimer ces soulèvements, mais cela ne faisait qu'affaiblir ses lignes ailleurs. Les attaques étaient rapides, souvent imprévisibles. Les trains, les dépôts et les télégraphes étaient sabotés. La rébellion s'organisait avec efficacité. Dans les grandes villes comme Istanbul, la guerre était également présente.
Les bombardements navals, les restrictions alimentaires et les mouvements de réfugiés créaient une atmosphère de peur et de fatigue. Les hôpitaux étaient pleins et les médecins manquaient de tout. Des écoles fermèrent. Les enfants de nombreuses régions grandissaient sans éducation, dans un climat d'incertitude. Malgré tout cela, certains officiers ottomans tentaient de maintenir l'ordre. Ils formaient de nouvelles recrues, organisaient la défense et faisaient preuve de courage. Mais le moral était en baisse. L'espoir diminuait. De plus en plus de soldats désertaient. Certains préféraient fuir plutôt que mourir dans une guerre qu'ils ne comprenaient plus. Sur le plan international, les Alliés intensifiaient leurs offensives. L'Égypte, sous contrôle britannique, devint une base importante pour les opérations contre les Ottomans. En Mésopotamie, les Britanniques progressaient lentement mais sûrement. Bagdad tomba en 1917. C'était un coup dur pour l'Empire ottoman. D'autres villes suivirent. La résistance était courageuse, mais les moyens manquaient cruellement. Pendant ce temps, les populations civiles souffraient toujours plus. Les déplacements forcés, les famines, les pillages et les violences étaient fréquents. Les minorités religieuses et ethniques étaient souvent prises pour cible. La coexistence fragile de nombreux peuples s'effondrait sous le poids de la guerre. En 1918, il devenait clair que l'Empire ne pourrait pas continuer. Les troupes étaient épuisées, les coffres vides et le peuple brisé. L'armistice fut signé en octobre de cette même année, mettant fin à la participation ottomane à la guerre. Le rêve d'une victoire s'était transformé en cauchemar. Après la guerre, l'Empire ottoman fut démantelé. Ses territoires furent divisés entre les puissances victorieuses, principalement la Grande-Bretagne et la France. De nouveaux pays allaient naître sur ces ruines. La Turquie moderne allait bientôt émerger, dirigée par Mustafa Kemal Atatürk, l'un des héros de Gallipoli. Ainsi, l'entrée de l'Empire ottoman dans la guerre mondiale avait eu des conséquences profondes. Elle avait élargi le conflit, déplacé des millions de personnes et modifié la carte du Moyen-Orient pour toujours. Ce fut la fin d'un empire ancien et le début d'une nouvelle époque, pleine de défis et de changements. La guerre mondiale, au début, beaucoup pensaient que la guerre ne concernerait que l'Europe. Ils s'attendaient à des batailles entre des pays comme l'Allemagne, la France, la Russie et la Grande-Bretagne. Mais il est vite devenu évident que cette guerre n'était pas seulement un problème européen. C'est pourquoi on l'a qualifiée de guerre mondiale. Elle est devenue la première guerre véritablement mondiale de l'histoire. De nombreuses nations puissantes d'Europe possédaient des colonies. Il s'agissait de territoires d'Afrique, d'Asie et d'autres régions du monde qu'elles contrôlaient. Lorsque la guerre éclata, les colonies furent également impliquées. La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne possédaient d'immenses empires. Elles utilisèrent les populations et les ressources de leurs colonies pour participer au combat. Des soldats d'Inde, d'Afrique, d'Australie, du Canada et de Nouvelle-Zélande furent appelés à se joindre à la guerre. Ils voyagèrent loin de chez eux pour combattre dans des lieux qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. En Afrique, des batailles éclatèrent entre les colonies allemandes et celles de Grande-Bretagne et de France. Ce n'étaient pas de simples combats. Des villages entiers furent pris entre deux feux. Des populations qui n'avaient jamais participé aux guerres européennes furent soudainement contraintes de se battre ou de quitter leur foyer. Des provisions furent confisquées. Des vivres furent emportés. Des routes furent endommagées. La guerre laissa une profonde empreinte sur les terres africaines. En Asie, le Japon s'engagea dans la guerre aux côtés des Alliés. Il y vit une opportunité d'accroître sa puissance. Il s'empara rapidement des colonies allemandes en Chine et dans le Pacifique. Il envoya des navires pour protéger les routes maritimes alliées. Bien qu'éloigné des principaux champs de bataille, le Japon joua un rôle important dans la guerre. Au Moyen-Orient, la guerre se poursuivait entre l'Empire ottoman et les Britanniques. Des groupes arabes se soulevèrent contre les Ottomans, avec le soutien des Britanniques. Des villes comme Bagdad et Jérusalem devinrent des cibles majeures. Le pays était sec et chaud. Les soldats devaient affronter des tempêtes de sable, de longues marches et le manque d'eau. Malgré cela, le combat continua. Même dans l'océan Pacifique, des batailles éclatèrent. Des îles autrefois paisibles prirent soudain de l'importance.
L'Allemagne y perdit ses colonies au profit du Japon et de l'Australie. Les océans se remplirent de navires de guerre et de sous-marins. Les batailles navales étaient dangereuses. Les navires transportaient de la nourriture, des armes et des hommes, et les sous-marins ennemis tentèrent de les couler. La guerre toucha aussi le ciel. Les avions étaient encore récents à l'époque, mais ils servaient à l'espionnage, au largage de bombes et au combat. Les pilotes devinrent célèbres pour leur bravoure. Les combats aériens étaient rapides et risqués. Le ciel devint un autre lieu de combat. Les mers n'étaient pas non plus sûres. Des sous-marins allemands, appelés U-boot, attaquèrent les navires ravitaillant la Grande-Bretagne et la France. Ils coulèrent de nombreux navires, même ceux transportant des civils. Cela provoqua la colère dans le monde entier. Les pays commencèrent à comprendre que la guerre ne concernait pas seulement les soldats, elle touchait aussi les citoyens. La guerre mondiale a également touché les populations locales. Les usines travaillaient jour et nuit pour fabriquer des armes, des vêtements et de la nourriture pour les soldats. Les femmes reprenaient les emplois que les hommes abandonnaient. Les enfants aidaient à collecter les vivres. Chacun participait à l'effort de guerre, même loin du champ de bataille. Dès la deuxième année de la guerre, le monde était profondément connecté. Ce qui se passait ici pouvait changer la donne ailleurs. Une bataille en Afrique pouvait affecter l'approvisionnement de l'Europe. Une décision au Japon pouvait modifier le rapport de force en Chine. Le monde n'avait jamais été aussi uni par les conflits. De nombreux soldats des colonies espéraient qu'en combattant, ils gagneraient le respect et peut-être même la liberté. Ils souhaitaient que leur bravoure soit reconnue. Mais après la guerre, beaucoup d'entre eux furent oubliés. Leurs terres étaient toujours contrôlées par des puissances étrangères. Cela suscita une colère qui allait s'amplifier dans les années qui suivirent. La guerre mondiale ne se résumait pas à des armes et des batailles. Elle concernait des populations du monde entier, des agriculteurs en Inde, des mineurs en Afrique du Sud, des marins en Australie, des commerçants au Canada. Tous ont joué un rôle plus ou moins important. La guerre avait touché tous les coins du monde. La Première Guerre mondiale n'était plus seulement une guerre européenne. C'était une tempête mondiale, mobilisant nations, empires et peuples de tous horizons. Elle transforma la carte du monde et le cœur de millions de personnes. Ses effets perdurèrent longtemps après la fin des combats. Gaz, armes et machines. La Première Guerre mondiale ne fut pas seulement une guerre de soldats et de tranchées. C'était aussi une guerre de technologies nouvelles et meurtrières. Pour la première fois dans l'histoire, les machines jouèrent un rôle plus important que jamais. La science et la guerre s'allièrent, créant des armes qui bouleversèrent le monde. Les anciennes méthodes de combat ne résistèrent pas à ces nouveaux outils. Le champ de bataille changeait et devenait bien plus dangereux. L'une des nouvelles armes les plus redoutées était le gaz toxique. Il fut utilisé pour la première fois par les Allemands en 1915, lors de la bataille d'Ypres. Lorsque le vent était favorable, il libérait des nuages de gaz jaune-vert qui flottaient jusqu'aux tranchées ennemies. Au début, les soldats ne comprenaient pas ce qui se passait, puis leurs yeux commencèrent à brûler. Leur gorge se serra et ils manquèrent d'air. Nombre d'entre eux moururent en quelques minutes. D'autres restèrent aveugles ou toussèrent pour le restant de leur jour. Bientôt, tous les camps commencèrent à utiliser du gaz. Il en existait différentes sortes, le chlore, le phogène et le gaz moutarde. Chacun avait ses propres effets. Mais tous étaient douloureux et terrifiants. Les soldats commencèrent à porter des masques à gaz pour se protéger. Ces masques étaient utiles, mais pas toujours. Parfois, le gaz arrivait sans prévenir, surtout la nuit. Même les chevaux et les chiens de guerre devaient porter des masques. Le gaz devint une arme qui semait la peur aux quatre coins du champ de bataille. La mitrailleuse était une autre arme mortelle. Cette arme pouvait tirer des centaines de balles en 1 minute. Elle était bien plus rapide que les fusils. Quelques soldats armés d'une mitrailleuse pouvaient stopper toute une ligne d'attaquants. C'est pourquoi la guerre des tranchées devint si courante. Si les soldats tentaient de traverser un terrain découvert, ils étaient souvent abattus en quelques secondes. Attaquer était quasiment impossible sans subir de lourdes pertes. Pour tenter de percer ces solides défenses, les armées se tournèrent vers de gros canons, appelés artillerie. Ces armes étaient placées loin derrière les lignes de front. Elles pouvaient tirer des obus géants sur de longues distances.
Les explosions étaient fortes et puissantes. Elles pouvaient détruire des tranchées, briser des barbelés et tuer de nombreuses personnes d'un coup. L'artillerie fut utilisée plus que toute autre arme pendant la guerre. C'est elle qui causa le plus de morts. Le sol tremblait à chaque explosion. Les soldats devaient vivre avec le grondement constant des canons. Mais même avec du gaz, des mitrailleuses et de l'artillerie, aucun des deux camps ne pouvait l'emporter facilement. Les deux camps tentèrent donc de créer quelque chose de nouveau. C'est ainsi que le char d'assaut naquit. Les premiers chars ressemblaient à des monstres de métal. Lents et lourds, ils étaient équipés de grosses chenilles au lieu de roues. Ils pouvaient se déplacer sur la boue et les barbelés, et leur blindage les protégeait des balles. La Grande-Bretagne utilisa des chars pour la première fois en 1906. Au début, ils tombaient souvent en panne, mais au fil du temps, les chars se perfectionnèrent. Ils devinrent plus puissants et plus utiles au combat. Dans les airs, un nouveau type de combat fit son apparition. Les avions étaient encore nouveaux au début de la guerre. Au début, ils servaient uniquement à observer les mouvements ennemis. Mais bientôt, ils furent équipés de canons. Les pilotes commencèrent à s'affronter dans le ciel. Ces combats aériens étaient appelés « dogfight ». Le pilote le plus célèbre était le Baron Rouge, un as allemand qui abattit de nombreux avions ennemis. Piloter était risqué. Les avions étaient faits de bois et de tissu, et les accidents étaient fréquents. Les sous-marins, appelés U-boot par les Allemands, furent également utilisés de manière innovante. Ces bateaux sous-marins pouvaient couler les navires ennemis sans être vus. Ils étaient très efficaces. Les U-boots allemands coulèrent de nombreux navires transportant du ravitaillement vers la Grande-Bretagne. Cela provoqua des pénuries alimentaires et la peur en mer. Pour riposter, les Alliés utilisèrent des convois, des groupes de navires voyageant ensemble, protégés par des navires de guerre. La technologie a transformé la guerre à tous les niveaux. Elle a rendu les batailles plus meurtrières, plus douloureuses et plus difficiles à fuir. Les soldats ont dû apprendre à se battre dans ce nouveau monde de machines. La guerre n'était plus seulement une question de courage et de force. Il s'agissait de savoir qui possédait les meilleurs outils, des armes plus rapides et des machines plus puissantes. Gaz, armes et machines ont transformé la Première Guerre mondiale en un événement inédit. La guerre est devenue un test de science et de survie. Chaque nouvelle arme a transformé les manières de combattre et de vivre. La guerre était devenue une bataille non seulement entre hommes, mais aussi entre machines. Et les machines gagnaient. Verdun et la Somme. L'enfer sur terre. En 1916, la guerre atteignit des sommets d'horreur. Deux des batailles les plus meurtrières eurent lieu cette année-là. Verdun et la Somme. Ces batailles révélèrent à quel point la Première Guerre mondiale était devenue terrible et douloureuse. Elles furent longues, sanglantes et empreintes de souffrance. Les soldats des deux camps connurent la peur, la douleur et des pertes inimaginables. Le pays devint un havre de feu, de boue et de mort. C'était véritablement l'enfer sur terre. La bataille de Verdun débuta en février 1906. Elle opposait la France à l'Allemagne dans l'est de la France. Les Allemands voulaient briser le moral des Français. Leur plan était simple, attaquer un lieu que les Français ne renonceraient jamais et les forcer à déployer toutes leurs forces pour le tenir. Il s'agissait de Verdun, une ancienne ville fortifiée qui représentait beaucoup pour le peuple français. Les Allemands pensaient que les Français se videraient de leur sang en tentant de la protéger. La bataille dura 10 mois. Ce fut la plus longue bataille de la guerre. Jour et nuit, les obus d'artillerie explosaient. Les soldats vivaient sous un feu constant. Le ciel était constamment enfumé. Le sol était accidenté et criblé de trous. Il n'y avait aucun endroit où se cacher. Les troupes françaises et allemandes se battaient pour chaque colline, chaque arbre et chaque tranchée. Aucun camp n'abandonna. Des hommes furent enterrés vivants, blessés ou tués par les obus, les balles et les gaz. La boue engloutissait tout. Difficile de distinguer les vivants des morts. Finalement, les Français tinrent Verdun. Mais les deux camps payèrent un prix terrible. Des centaines de milliers d'hommes furent tués ou blessés. Et rien ne changea vraiment. Les lignes sur la carte restèrent les mêmes. Mais le coût en vies humaines fut inimaginable. Alors que Verdun brûlait encore,
Les Britanniques et les Français lancèrent une autre grande attaque plus au nord. Ce fut la bataille de la Somme. Elle débuta en juillet 1906. L'objectif était de percer les lignes allemandes et de libérer Verdun de la pression. L'armée britannique, novice en matière de grandes batailles, était convaincue que cette attaque serait un franc succès. Elle planifia soigneusement son attaque et déploya des milliers de pièces d'artillerie pour bombarder les tranchées allemandes pendant plusieurs jours. Mais les défenses allemandes furent plus solides que prévu. Lorsque les soldats britanniques sortirent de leurs tranchées et traversèrent le No Man's Land, ils furent accueillis par des tirs de mitrailleuses. Rien que le premier jour, près de 60 soldats britanniques furent tués, blessés ou portés disparus. Ce fut la pire journée de l'histoire militaire britannique. Les familles restées au pays étaient dévastées. Les villes de toute la Grande-Bretagne étaient en deuil. La bataille dura encore 5 mois. Le sol se transforma en une boue épaisse. La pluie, le sang et les obus détruisirent tout. Chevaux, chars et hommes s'enfoncèrent dans le sol. Le bruit ne cessa jamais. Il était difficile de dormir, de manger ou même de penser. Les soldats vivaient dans la peur à chaque instant. Nombre d'entre eux n'en pouvaient plus. Certains s'effondrèrent et pleurèrent. D'autres perdirent tout espoir. À la fin de la Somme, plus d'1 million d'hommes avaient été tués ou blessés. Une fois de plus, les lignes de front étaient restées quasiment immobiles. Les villes avaient disparu. Les forêts s'étaient transformées en champs de souche. La terre était jonchée de métal et de cadavres. Aucune victoire n'avait été remportée. Seule la douleur et le chagrin en résultaient. Verdun et la Somme ont révélé le vrai visage de la guerre. Non pas les drapeaux ni les défilés, mais les souffrances incessantes des jeunes hommes. Ils se sont battus pour leur pays, mais beaucoup ne savaient même plus pourquoi. Ils ont obéi aux ordres, sont restés courageux et ont espéré survivre ne serait-ce qu'un jour de plus. C'était tout ce qu'ils pouvaient faire. Ces batailles sont devenues des symboles de l'horreur de la Première Guerre mondiale. Elles ont rappelé au monde que la guerre n'est pas glorieuse, mais pleine de pertes. Les noms de Verdun et de la Somme sont encore gravés dans les mémoires aujourd'hui, non pas pour la victoire, mais pour le sacrifice. Tant de vies ont été perdues, tant de familles ont été changées à jamais. Et tout cela pour seulement quelques kilomètres de terre. C'était vraiment l'enfer sur terre. La douleur de Verdun et de la Somme ne s'est pas arrêtée avec la fin des combats. Pour les soldats survivants, les souvenirs sont restés gravés à jamais. Ils avaient vu leurs amis tomber à leur côté. Ils avaient vu leurs commandants tenter les mêmes attaques encore et encore, espérant des résultats différents. Les blessés criaient dans la boue, et parfois personne ne les secourait. C'était un monde de bruit, de peur et de confusion. Après la fin des combats, le paysage était méconnaissable. Les champs autrefois verdoyants étaient devenus d'interminables étendues de cratères et de barbelés. Aucun oiseau ne chantait, aucun arbre ne se dressait. Aujourd'hui encore, on y trouve des morceaux de métal et de vieilles armes. À Verdun comme dans la Somme, les armées avaient appris à quel point la guerre moderne pouvait être destructrice. De nouvelles armes, comme les mitrailleuses, les gaz toxiques et l'artillerie massive, rendaient les champs de bataille meurtriers. Les soldats avaient beau s'entraîner et se préparer. Rien ne les préparait à ce qu'ils voyaient. La peur des attaques au gaz était constante. Les hommes portaient des masques à gaz, mais parfois ils étaient inefficaces et respirer devenait impossible. L'odeur de la mort était omniprésente. De retour chez eux, les familles attendaient des nouvelles. Les lettres se faisaient plus rares. Les télégrammes, quant à eux, apportaient de terribles nouvelles. Épouses, parents et enfants ouvraient les enveloppes d'une main tremblante, redoutant les mots qu'elles contenaient. Un coup frappé à la porte pouvait signifier le pire. Des communautés entières perdirent leurs fils et leurs frères. Certaines villes perdirent presque tous les jeunes hommes qu'elles avaient envoyés à la guerre. Malgré l'horreur, les soldats continuèrent d'obéir. Ils creusèrent des tranchées, transportèrent des provisions et secoururent les blessés. Lorsqu'un homme tombait, un autre prenait sa place. Ils savaient que leurs chances de survie étaient minces, mais ils tinrent bon. Ils le firent pour leurs amis, par devoir, ou simplement parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Leur courage ne leur permit pas toujours de remporter des batailles, mais il témoigna de la force de l'esprit humain. Verdun et la Somme ont changé la façon dont les gens concevaient la guerre.
Les vieilles idées d'honneur et de victoire rapide avaient disparu. Elles ont fait place à des batailles longues, lentes et douloureuses. Les généraux ont dû repenser leur stratégie. Les politiciens ont commencé à comprendre le véritable coût. Partout dans le monde, les peuples ont compris que la guerre n'était pas un jeu, c'était une souffrance à grande échelle. Les cicatrices de ces batailles sont encore visibles. Des monuments se dressent aujourd'hui là où les combats furent les plus acharnés. Les cimetières s'étendent sur des kilomètres, ornés de simples croix blanches. Chacune d'elles marque une vie fauchée. Les visiteurs la parcourent en silence, se souvenant du sacrifice. Verdun et la Somme ne furent pas que des batailles, ce furent des avertissements. Elles montrèrent combien l'espoir peut vite se transformer en chagrin, et comment des milliers d'hommes courageux donnèrent tout, non pour la gloire, mais parce qu'ils étaient appelés à servir dans les moments les plus sombres. La guerre revient à la maison. Au milieu de la Première Guerre mondiale, les combats ne se déroulaient plus seulement sur les champs de bataille. La guerre avait commencé à toucher la vie des populations éloignées des lignes de front. Ce n'était plus seulement une guerre entre armées. C'était une guerre qui touchait les foyers, les villes et les villages. La guerre a touché le pays de multiples façons. Elle a apporté la peur, la faim, la douleur et la perte à des millions de familles. Même ceux qui n'avaient jamais vu un champ de bataille en ont ressenti le poids. Dans tous les pays, des hommes quittèrent leur foyer pour se battre. Pères, frères et fils partirent et beaucoup ne revinrent jamais. Ceux qui restaient derrière essayèrent de rester forts, mais ce fut difficile. Les mères pleuraient en silence, les épouses attendaient des lettres, les enfants demandaient quand leur père reviendrait. Certains n'obtinrent jamais de réponse. La tristesse était omniprésente. Dans chaque foyer, quelqu'un manquait à l'appel. Dans chaque ville, quelqu'un était enterré au loin. L'alimentation devint un sérieux problème. Les fermes manquaient de main-d'œuvre à cause du nombre important d'hommes en guerre. Les navires ravitailleurs étaient attaqués par des sous-marins ennemis. Il était donc difficile de nourrir tout le monde. Dans les villes, les gens faisaient de longues files d'attente pour le pain et la viande. Certaines familles ne mangeaient qu'un seul repas par jour. Les enfants se couchaient le ventre vide. Les gouvernements distribuaient des cartes d'alimentation pour contrôler les quantités d'aliments disponibles. Chacun devait faire des sacrifices. Même les denrées les plus simples comme le sucre et le beurre se faisaient rares. Les femmes ont dû assumer de nouveaux rôles. Avec le départ de tant d'hommes, elles ont accédé à des emplois autrefois réservés aux hommes. Elles travaillaient dans des usines, fabriquant des armes, des balles et des uniformes. Elles conduisaient des bus, nettoyaient les rues et aidaient dans les hôpitaux. Certaines ont même rejoint la guerre comme infirmières. Ces femmes travaillaient de longues heures dans des endroits dangereux. Mais elles le faisaient avec fierté. Elles savaient que leur travail aidait les soldats. Pour la première fois, les femmes ont montré au monde qu'elles étaient capables de tout quand on leur en donnait la chance. La guerre a également semé la peur dans les villes. À certains endroits, des avions ennemis larguaient des bombes. Les habitants, au son de sirènes assourdissantes, se sont réfugiés. Des bâtiments ont été détruits. Des incendies se sont déclarés. Bien que les dégâts aient été moindres qu'au front, ils ont montré que nulle part n'était véritablement en sécurité. La guerre pouvait atteindre n'importe qui, n'importe où. Beaucoup de gens commencèrent à se sentir fatigués et en colère. La guerre durait depuis des années. Les promesses de victoire rapide étaient mensongères. Les familles regrettaient leurs proches. L'argent était rare. La nourriture manquait. Certains commencèrent à remettre en question leurs dirigeants. Pourquoi cette guerre continuait-elle? Pourquoi tant de gens mouraient-ils? Des manifestations et des grèves éclatèrent dans certaines villes. Les travailleurs réclamaient de meilleurs salaires et une meilleure alimentation. Dans certains pays, on commença même à parler de paix. Mais malgré les souffrances, les gens ont continué à apporter leur aide. Ils ont collecté des vêtements chauds et envoyé des colis aux soldats. Ils ont confectionné des bandages, écrit des lettres et collecté des fonds. Les enfants ont également apporté leur aide. Ils ont récupéré de la ferraille et mis de côté de la nourriture. Les gens ont chanté des chants d'espoir et agité des drapeaux. Ils ont essayé de rester forts, même dans les moments difficiles. Les journaux racontaient des histoires de soldats courageux et de grandes victoires, mais ils ne disaient pas toujours la vérité.
Les gouvernements utilisaient des affiches et des films pour maintenir l'espoir. Ces messages montraient des soldats souriants et des familles fières. Mais derrière les images se cachaient des larmes et des chaises vides à table. La guerre transformait la façon de penser des gens. Elle leur montrait le prix du combat. Elle leur montrait la douleur de la perte. Dans les églises, on priait chaque jour. On priait pour la paix, la sécurité et la fin des souffrances. Les cloches sonnaient pour les soldats morts. Des rubans noirs étaient noués aux portes. La guerre touchait tous les cœurs. Alors que la guerre s'éternisait, chacun attendait. Des nouvelles, la paix, la fin, des câlins de leurs fils et des lettres de leur père. Mais la guerre n'était pas encore terminée. Il restait encore des batailles à mener et des vies à faire. La guerre était revenue à la maison, non pas avec des balles ou des bombes, mais avec le silence, la faim et la tristesse. Elle s'installait à table et traversait des salles vides. On la ressentait dans chaque au revoir et chaque larme. Et elle rappelait au monde que la guerre ne se joue pas seulement sur les lignes de front. Elle est ressentie par tous. Dans les campagnes aussi, la guerre faisait sentir ses effets. Les champs étaient plus silencieux qu'avant. Les chevaux avaient été réquisitionnés et les outils manquaient. Les anciens et les femmes travaillaient la terre comme ils pouvaient. Les récoltes étaient souvent insuffisantes. La nature, elle, ne comprenait pas ce qui se passait. Les saisons continuaient, mais les visages étaient plus tristes. Les villages perdaient leurs jeunes. Chaque mois, une nouvelle famille recevait un télégramme. Le facteur devenait une figure redoutée. Les écoles continuaient tant bien que mal. Les instituteurs enseignaient. Mais l'ambiance n'était plus la même. Beaucoup d'enfants avaient des frères au front ou des pères tombés. On dessinait des drapeaux, on écrivait des poèmes, mais la légèreté avait disparu. Les jeux avaient changé. Certains jouaient à faire la guerre sans comprendre encore ce que cela signifiait vraiment. Dans les gares, les départs étaient devenus plus rares, remplacés parfois par des retours douloureux. Les blessés revenaient en fauteuil roulant ou portés par d'autres. Leurs visages étaient marqués. Certains ne parlaient plus. D'autres pleuraient en silence. Ils ramenaient avec eux les cris du front, les images du chaos. Mais peu en parlaient. Malgré tout, l'espoir persistait. Les familles s'accrochaient à de petites choses. Une lettre, un sourire, une chanson. Le courage quotidien se lisait dans les gestes simples. Les voisins s'aidaient, partageaient le peu qu'ils avaient. Un bout de pain, un mot doux, une prière partagée. Même sans nouvelles, on continuait d'espérer. Et dans cette attente lourde, une certitude naissait, rien ne serait plus jamais comme avant. La guerre avait changé les hommes, mais aussi les esprits. Elle avait traversé les frontières, mais aussi les cœurs. La Russie se brise. En 1917, la Russie était en plein effondrement. La guerre avait trop duré. L'armée était épuisée. Le peuple avait faim et le gouvernement était faible. La Russie avait commencé la guerre avec une armée immense, mais beaucoup de ses soldats n'avaient ni armes ni bottes et étaient très peu entraînés. Ils combattirent courageusement mais souffrirent terriblement. Des millions de personnes furent tuées, blessées ou faites prisonniers. Les soldats qui survécurent avaient froid, mouraient de faim et perdaient espoir. Ils commencèrent à se demander « Pourquoi continuons-nous à nous battre ?» De retour au pays, la situation était tout aussi désastreuse. Les villes manquaient de nourriture et de carburant. De longues files d'attente se formaient devant les magasins, mais il y avait peu à acheter. Les gens restaient debout dans le froid glacial pendant des heures juste pour avoir du pain. Les mères pleuraient tandis que leurs enfants souffraient de faim. Les prix ne cessaient d'augmenter, et les gens ne pouvaient même plus se permettre le nécessaire. Les usines fermaient, les ouvriers perdaient leur emploi. Les trains ne fonctionnaient pas bien, empêchant les approvisionnements d'atteindre les endroits qui en avaient le plus besoin. Le peuple russe était en colère. Il blâmait le gouvernement, et en particulier le tsar Nicolas II. Le tsar avait gouverné la Russie comme un roi, avec un pouvoir absolu. Mais il paraissait désormais faible et déconnecté de la réalité. Il prenait de mauvaises décisions. Il écoutait de mauvais conseils. Beaucoup pensaient qu'il ne comprenait pas la douleur du peuple. Pire encore, il avait quitté la capitale pour aller au front prendre la tête de l'armée, laissant sa femme et son conseiller Raspoutine aux commandes.
Cela ne fit qu'accroître le mécontentement du peuple. Les rumeurs se répandirent. La confiance s'était perdue. Début 1917, la situation explosa. En mars, les ouvriers de Petrograd, la capitale, se mirent en grève. Ils réclamaient nourriture, paix et changement. Chaque jour, davantage de personnes les rejoignaient. La police tenta de les en empêcher, mais de nombreux soldats refusèrent de tirer. Ils se joignirent à la foule. Les manifestations se transformèrent en véritable révolution. Le tsar comprit qu'il avait perdu le contrôle. Ses généraux lui annoncèrent que l'armée ne suivrait plus ses ordres. Il n'avait pas le choix. Le 15 mars 1917, le tsar Nicolas renonça au trône. La famille Romanov avait régné sur la Russie pendant plus de 300 ans, mais c'était désormais la fin. Un nouveau groupe de dirigeants prit le pouvoir. Ils promirent la paix, la terre et le pain. Le peuple applaudit, espérant que c'était le début d'une vie meilleure. Mais la paix ne vint pas. Le nouveau gouvernement, appelé gouvernement provisoire, décida de poursuivre la guerre. De nombreux Russes furent choqués. Ils espéraient que la guerre finirait. Ils se sentaient désormais trahis. L'armée continua de se battre, mais sans courage. D'autres désertèrent. Les lignes de front s'affaiblirent. Le chaos gagna le pays. Puis survint un autre grand changement. Un groupe appelé les bolcheviks, dirigé par un certain Vladimir Lénine, commença à prendre de l'ampleur. Lénine avait vécu en exil, mais il était rentré en Russie avec l'aide de l'Allemagne. L'Allemagne espérait que Lénine provoquerait des troubles et sortirait la Russie de la guerre. Ils avaient raison. Lénine s'adressa au peuple. Il lui promit la paix, la terre et le pouvoir. Il affirma que la guerre n'était pas bénéfique aux ouvriers ni aux paysans, mais seulement aux riches dirigeants. Nombreux étaient ceux qui partageaient son avis. En novembre 1917, les bolcheviks prirent le pouvoir lors d'une seconde révolution. Ils prirent d'assaut des bâtiments, s'emparèrent des villes et prirent rapidement le pouvoir. L'une des premières mesures prises par les bolcheviks fut de tenter de mettre fin à la guerre. En mars 1918, ils signèrent un traité de paix avec l'Allemagne, le traité de Brest-Litovsk. La Russie céda de vastes territoires, mais la guerre était enfin terminée pour eux. Les combats sur le front de l'Est cessèrent. Cependant, la Russie n'était pas en paix. Après la Révolution, une guerre civile éclata entre les bolcheviks, désormais appelés les Rouges, et leurs ennemis, les Blancs. Cette guerre allait durer des années et aggraver les souffrances du peuple russe. Mais pour la Première Guerre mondiale, la sortie de la Russie changea tout. L'Allemagne pouvait désormais déplacer ses troupes de l'Est vers l'Ouest. Elle espérait ainsi gagner la guerre avant que d'autres pays comme les États-Unis ne deviennent trop puissants. L'effondrement de la Russie offrit une chance à l'Allemagne. Mais il révéla aussi l'ampleur des dégâts causés par la guerre au monde. La Russie s'est effondrée non seulement à la suite des combats, mais aussi à cause de la faim, de la peur et d'années de souffrance. Elle fut la première grande nation à tomber, et sa chute allait façonner l'avenir d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. L'Amérique entre en guerre. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata en 1914, les États-Unis ne s'y joignirent pas. La plupart des Américains souhaitaient rester en dehors du conflit. Ils estimaient qu'il s'agissait d'un problème européen et non d'un problème qui devait concerner leur pays. Les États-Unis disposaient d'une armée puissante et d'une puissance croissante, mais leur peuple aspirait à la paix. Pendant près de 3 ans, l'Amérique resta neutre. Mais peu à peu, la situation commença à changer. Même en restant à l'écart de la guerre, l'Amérique a échangé des biens avec les pays alliés comme la Grande-Bretagne et la France. Ils ont envoyé de la nourriture, des armes et des fournitures. Cela a provoqué la colère de l'Allemagne. Celle-ci estimait que les États-Unis aidaient leurs ennemis, même s'ils n'étaient pas officiellement engagés dans la guerre. En réponse, l'Allemagne a utilisé des sous-marins, appelés U-boot, pour couler les navires qui apportaient des marchandises aux Alliés. Ces U-boots ont attaqué sans avertissement. De nombreux navires ont été coulés. Parfois, des innocents ont péri. L'un des événements les plus choquants eut lieu en 1915. Un sous-marin allemand coula un paquebot britannique, le Lusitania. Plus d'0 personnes périrent, dont 128 Américains. Cet événement provoqua la colère de nombreux Américains. Leurs opinions sur la guerre commencèrent à changer.
Malgré cela, le président Woodrow Wilson tenta de maintenir le pays à l'écart du conflit. Il souhaitait la paix. Mais les attaques en mer continuèrent. Puis, début 1917, un événement se produisit qui rapprocha les États-Unis de la guerre. Les Britanniques partagèrent un message secret qu'ils avaient intercepté, le télégramme Zimmermann. Dans ce message, l'Allemagne promettait d'aider le Mexique à reprendre des territoires aux États-Unis si celui-ci s'engageait dans la guerre contre les États-Unis. Lorsque cette nouvelle fut rendue publique, de nombreux Américains furent choqués et furieux. Cela ressemblait à une menace directe. Au même moment, l'Allemagne annonçait qu'elle lancerait une guerre sous-marine sans restriction. Cela signifiait qu'elle coulerait tout navire, de n'importe quel pays, dans certaines zones, même s'il ne s'agissait pas d'un navire de guerre. De nombreux navires américains étaient en danger. L'Amérique ne pouvait plus rester silencieuse. Le 2 avril 1917, le président Wilson demanda au Congrès de déclarer la guerre à l'Allemagne. Il déclara que le monde devait être sécurisé pour la démocratie. Le Congrès accepta. Le 6 avril, les États-Unis entrèrent officiellement en guerre. Le peuple américain était inquiet, mais beaucoup estimaient que c'était le bon choix. Au début, l'armée américaine était petite. Il fallait former rapidement des millions d'hommes. Des camps furent construits, des uniformes confectionnés et des armes préparées. Des jeunes hommes des villes, des fermes et des petites bourgades s'engagèrent. Certains rejoignirent la marine, d'autres l'armée de l'air, et beaucoup rejoignirent l'armée. Des soldats afro-américains servirent également, mais furent traités injustement et se virent souvent confier les tâches les plus pénibles. En 1918, des soldats américains surnommés Doughboys commencèrent à arriver en masse en Europe. Ils apportèrent une énergie nouvelle et de l'espoir aux troupes alliées épuisées. La guerre durait depuis des années et les armées françaises et britanniques étaient épuisées. L'arrivée des troupes américaines contribua à leur remonter le moral. Les soldats américains ont combattu avec courage lors de nombreuses batailles. L'une des plus importantes fut la bataille du Bois Belleau. Les marines américains y ont combattu avec acharnement et repoussé les forces allemandes. Les Allemands ont commencé à prendre conscience de la force de l'armée américaine. D'autres batailles ont suivi. Peu à peu, les Alliés ont commencé à repousser les Allemands. Aux États-Unis, le peuple s'est mobilisé pour soutenir la guerre. Les femmes travaillaient dans les usines, les enfants ramassaient de la ferraille, et les familles cultivaient leur propre nourriture dans des jardins de la Victoire. Des affiches étaient placardées pour encourager la population à aider les soldats. Musique, films et discours ont contribué à maintenir le moral. Chacun a apporté sa contribution. L'entrée en guerre des États-Unis changea le cours de la guerre. L'Allemagne espérait remporter rapidement la victoire après le retrait de la Russie. Mais l'arrivée de troupes américaines fraîchement débarquées mit fin à ce projet. Les États-Unis n'apportèrent pas que des soldats, du ravitaillement, des armes et une conviction nouvelle. La guerre pouvait être gagnée. En moins de 2 ans, l'Amérique contribua à renverser le cours de la guerre. Fin 1918. La fin était en vue. L'armée allemande était épuisée et perdait espoir. Les Alliés, avec l'aide américaine, étaient plus forts que jamais. L'entrée en guerre des États-Unis marqua un tournant. Elle démontra au monde que même un pays éloigné du champ de bataille pouvait faire une grande différence. Le combat n'était plus seulement une guerre européenne. C'était véritablement une guerre mondiale, et sa fin approchait. La fin du jeu. Au milieu de l'année 1918, la guerre faisait rage depuis plus de 4 ans. Des millions de personnes étaient mortes, et beaucoup d'autres avaient été blessées. Des villes étaient détruites et des familles brisées. Les gens étaient fatigués, les soldats de tous bords étaient épuisés. Ils avaient vu trop de souffrances, trop de morts. Chacun espérait que la guerre finirait bientôt. Le monde ne pouvait plus en supporter davantage. L'Allemagne avait une dernière chance de gagner. Après le retrait de la Russie de la guerre, elle déplaça des milliers de soldats du front de l'Est vers le front de l'Ouest. Au printemps 1918, elle lança une vaste offensive, l'offensive du printemps. L'objectif était de percer les lignes alliées avant l'arrivée des troupes américaines en force. Au début, l'attaque fut couronnée de succès. L'armée allemande avança rapidement et gagna du terrain.
Pendant un instant, la victoire sembla possible. Mais les Allemands avançaient trop vite et trop loin. Leurs soldats étaient fatigués et leurs approvisionnements étaient faibles. Ils ne pouvaient plus continuer. Les Alliés ripostèrent avec acharnement. Les forces françaises, britanniques et maintenant américaines les repoussèrent. Les troupes américaines fraîches redonnaient de l'énergie aux Alliés. L'Allemagne avait tout donné dans le combat, mais ce n'était pas suffisant. Leur dernière grande chance était passée. Puis vint la contre-attaque alliée. À l'été 1918, les Alliés commencèrent à avancer. Ils utilisèrent de nouvelles tactiques. Avions, chars et infanterie travaillèrent ensemble. Les Allemands furent contraints de battre en retraite. Village après village, tranchée après tranchée, les Alliés gagnèrent du terrain. L'armée allemande se désintégrait. Les soldats commencèrent à se rendre. Certains refusèrent de se battre. Le moral était brisé. En Allemagne, la population mourait de faim. Le pays manquait de nourriture, d'argent et d'espoir. En Allemagne, le peuple commença à protester. Il était en colère et fatigué. En octobre 1918, les marins de la marine allemande refusèrent d'aller au combat. Les ouvriers se mirent en grève. La foule envahit les rues. Le Kaiser, dirigeant de l'Allemagne, comprit la vérité. Il ne pouvait empêcher ce qui allait se produire. Le 9 novembre 1918, il renonça à son trône et s'enfuit du pays. Un nouveau gouvernement prit le pouvoir et appela à la paix. Le 11 novembre 1918, à 11 heures du matin, les armes se turent enfin. L'Allemagne signa un armistice. Ce n'était pas un traité de paix complet, mais il mit fin au combat. Après 4 longues années, la guerre était terminée. Les soldats sortirent de leurs tranchées. Les gens pleuraient et s'embrassaient dans les rues. Les cloches sonnèrent, les drapeaux flottèrent. Le monde prit une grande inspiration, mais le mal était déjà fait. Plus de 16 millions de personnes avaient péri, soldats comme civils. Des millions d'autres étaient blessés, portés disparus ou changés à jamais. Villes et villages étaient en ruine, champs détruits. Des familles avaient tout perdu. La guerre avait laissé de profondes cicatrices. Vient ensuite la partie difficile, la reconstruction. En 1919, les dirigeants de nombreux pays se réunissent en France pour rédiger un traité de paix. Cette réunion est appelée la Conférence de paix de Paris. Le traité le plus important est le traité de Versailles. Il rend l'Allemagne responsable de la guerre et lui impose de lourdes amendes. L'Allemagne perd également des territoires et doit réduire son armée. De nombreux Allemands jugent cette situation injuste et leur colère va s'accroître dans les années qui suivent. Bien que la guerre fût terminée, le monde n'était pas en paix. De nouveaux pays furent créés, d'anciens empires furent brisés. La carte de l'Europe avait changé à jamais. Nombreux étaient ceux qui espéraient que le monde avait retenu la leçon, qu'une telle guerre ne se reproduirait plus jamais. Mais au fond, la douleur, la colère et la perte ne s'effaceraient pas si facilement. La Première Guerre mondiale avait commencé par une seule balle et s'était achevée par l'effondrement d'empires. Elle avait montré la puissance et la dangerosité du monde moderne. Les machines, le gaz et les bombes avaient transformé la façon de faire la guerre, et des millions de personnes en avaient payé le prix. La fin de la guerre ne se résumait pas aux batailles finales. Elle mettait en scène des nations brisées, des peuples épuisés et un monde en quête de paix. La guerre était terminée, mais le monde qu'elle laissait derrière elle était encore en miettes, et l'histoire n'était pas encore terminée. La guerre qui n'était pas la fin. À la fin de la Première Guerre mondiale en novembre 1918, les peuples du monde entier célébrèrent la victoire. Ils croyaient que le pire était passé. Beaucoup l'appelèrent la der des der. Ils espéraient qu'un conflit aussi terrible ne se reproduirait plus jamais. Après 4 longues années de mort et de destruction, le monde aspirait à la paix. Les soldats rentrèrent chez eux, les familles tentèrent de reconstruire. Les pays commencèrent à remettre en état leurs villes et leurs fermes. Mais même si les combats avaient cessé, la douleur persistait. À bien des égards, la guerre n'était pas vraiment terminée. Elle laissait derrière elle des problèmes qui allaient s'aggraver avec le temps. Le traité de paix qui mit fin à la guerre, appelé traité de Versailles, fut signé en 1919. Il était censé apporter la paix, mais il apporta aussi colère et tristesse. Le traité imputait la responsabilité de la guerre à l'Allemagne,
et l'obligeait à verser d'importantes sommes d'argent aux pays vainqueurs. L'Allemagne dut céder des territoires, réduire son armée et assumer l'entière responsabilité des dommages causés par la guerre. De nombreux Allemands trouvèrent cette mesure trop sévère. Ils souffraient déjà de la faim, des dettes et de pertes. Ils se sentaient désormais humiliés. Le traité sema l'amertume et la haine. D'autres pays ont également connu des difficultés. L'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman avaient disparu. De nouveaux pays ont été créés, mais les frontières ont souvent été tracées sans tenir compte de leurs habitants. Différents groupes ont été contraints de cohabiter, ce qui a engendré des tensions. Certains se sont sentis ignorés, d'autres voulaient leur propre pays. Des disputes et des combats ont éclaté en de nombreux endroits. La paix était revenue, mais elle n'était pas stable. La guerre a également entraîné de profonds changements dans la société. Les femmes qui avaient travaillé dans les usines et les bureaux pendant la guerre souhaitaient désormais conserver leur emploi. Elles avaient prouvé leur force et leurs compétences. Dans certains pays, les femmes ont enfin obtenu le droit de vote, mais dans d'autres, elles ont été contraintes de retourner à leurs anciennes fonctions. La lutte pour l'égalité des droits n'était pas terminée, elle ne faisait que commencer. Les soldats qui rentraient chez eux n'étaient plus les mêmes. Beaucoup avaient vu des choses terribles. Certains avaient perdu des bras, des jambes ou des yeux. D'autres gardaient des blessures profondes. Ils avaient du mal à dormir. Les bruits forts les faisaient sursauter. Ils se sentaient seuls et désemparés. On appelait cela le choc des obus, un phénomène que nous appelons aujourd'hui le syndrome de stress post-traumatique. À l'époque, beaucoup ne savaient pas comment aider. Ces soldats étaient des héros, mais ils souffraient. La guerre les avait transformés à jamais. L'économie était également en difficulté. De nombreux pays avaient dépensé tout leur argent dans la guerre. Les prix ont augmenté. Des emplois ont été perdus. Les gens peinaient à nourrir leurs familles. Certains ont blâmé leur gouvernement. Des manifestations et des grèves ont éclaté. En Russie, la révolution avait déjà commencé. Ailleurs, de nouveaux groupes politiques se formaient. Certains aspiraient à la paix et à l'équité. D'autres ont utilisé la peur et la colère pour accéder au pouvoir. Un de ces groupes en colère s'est formé en Allemagne. Dans les années qui ont suivi la guerre, un homme nommé Adolf Hitler s'est adressé à de larges foules. Il leur a expliqué que l'Allemagne avait été traitée injustement. Il a promis de rendre à l'Allemagne sa force. Nombreux sont ceux qui l'ont écouté. Ils étaient là de souffrir. Ils aspiraient à l'espoir, même s'ils provenaient de paroles dangereuses. La colère de la Première Guerre mondiale était toujours vive et commençait à s'intensifier. Même loin de l'Europe, les effets de la guerre se firent sentir. Dans les colonies du monde entier, ceux qui avaient combattu pour les puissances européennes commencèrent à se demander « Et nous ?» Ils aspiraient à la liberté et au respect, mais au lieu de cela, beaucoup étaient encore traités injustement. Cela provoqua des protestations et des mouvements d'indépendance en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. La guerre avait ébranlé les anciens empires et le monde commençait à changer. La Première Guerre mondiale était censée marquer la fin des grandes guerres, mais en réalité, elle n'était que le début d'un nouveau chapitre. Elle a montré la puissance des machines et des armes. Elle a montré la souffrance qu'une guerre pouvait infliger aux soldats comme aux civils. Elle a également montré que la paix fondée sur la colère et le châtiment ne pouvait durer. Le monde tentait de guérir, mais les cicatrices étaient profondes. La guerre s'est terminée dans le silence, mais pas dans la paix. Dans les années qui ont suivi, les mêmes problèmes sont réapparus, mais plus criants et plus dangereux. La Première Guerre mondiale avait changé le monde, mais ne l'avait pas sauvé. Et malheureusement, une autre guerre se profilait à l'horizon. Une guerre encore plus grande que la première. La guerre qui devait être la fin n'était pas du tout la fin.